Ils ont ri quand le pauvre entraîneur mexicain a amené son vieux cheval dans la prestigieuse arène du Texas. Mais quand la musique a commencé, toute la foule s'est levée en silence. L'aube n'avait pas encore percé le ciel gris de Clichy-sous-Bois lorsqu'Amélie Dufresne ouvrit les yeux. Dans la pénombre de son minuscule appartement, elle tendit la main vers l'unique trésor posé sur sa table de chevet. Un foulard de soie rouge, usé par les années mais toujours vibrant, comme un cœur battant dans cette pièce austère. Ses doigts caressèrent le tissu avec révérence, invoquant le souvenir flou d'une femme au sourire chaleureux sous un ciel étoilé d'Algérie. « Aujourd'hui comme hier », murmura-t-elle en nouant le foulard autour de son cou. Un rituel quotidien, une armure fragile contre l'indifférence du monde. Dehors, l'air était lourd d'humidité, chargé de l'odeur âcre des banlieues parisiennes. Amélie remonta le col de sa veste élimée et commença la longue traversée qui constituait sa routine depuis 3 ans. Premier bus à 5h32. Correspondance à 6h15. Métro bondé à 6h45. Dans la rame, les regards glissèrent sur elle comme l'eau sur les pierres. Invisible, transparente. Une jeune femme au teint olive, parmi tant d'autres qui venaient nettoyer Paris avant le réveil des Parisiens. Seuls ses yeux trahissaient une présence plus profonde. 2 amandes noires, vives et observatrices, qui semblaient regarder en elle le reflet d'horizons plus vastes que les murs gris de la cité. L'hippodrome de Longchamp émergea finalement dans la brume matinale, aristocratique et imposant avec ses tribunes élégantes. C'était un monde à part, où l'odeur du cuir coûteux se mêlait à celle du foin et des chevaux de race. Un lieu où chaque animal valait plus que ce qu'Amélie pourrait gagner en 10 vies. Dufresne, les toilettes du pavillon nord ont débordé. Occupe-toi de ça d'abord, lança le superviseur sans même la regarder, tandis qu'elle accrochait sa veste au vestiaire des employés. Oui, monsieur, répondit-elle simplement, habituée à cette économie de courtoisie. Les heures s'écoulèrent dans la routine familière, frotter, nettoyer, rester invisible. Pendant sa pause déjeuner, alors qu'elle grignotait un sandwich aux lentilles préparé la veille, Amélie observait de loin les entraîneurs travailler avec les chevaux de course. Elle admirait la grâce des animaux, leur puissance contenue, la façon dont leurs yeux reflétaient une intelligence profonde que beaucoup ne voyaient pas. Ce fut le tumulte soudain qui brisa la quiétude de l'après-midi. Des cris, des jurons, le bruit métallique d'un van de transport qui reculait vers les écuries isolées à l'extrémité est du domaine. Poussée par une curiosité qu'elle ne s'expliquait pas, Amélie s'approcha discrètement, se fondant dans l'ombre des bâtiments. « Reculez tous, ce cheval est dangereux !» hurla un homme en tenue d'entraîneur, le visage marqué par une récente blessure. Le van s'ouvrit dans un grincement sinistre. Ce qui en sortit fit retenir son souffle à Amélie. Un étalon arabe d'un noir absolu, à la musculature parfaite, mais aux yeux injectés d'une terreur si profonde qu'elle se transformait en rage. 5 hommes tentaient de le maintenir avec des longes, mais l'animal se cabrait, hennissait, frappait l'air de ses sabots comme s'il combattait des démons invisibles. 2 millions d'euros pour cette bête ingérable, déclara une voix tranchante comme l'acier. Amélie tourna légèrement la tête pour apercevoir l'homme qui venait de parler. Grand, élégamment vêtu, le visage durci par l'habitude du pouvoir, Jean-Pierre Valmont, dont elle avait vu le portrait dans les magazines qui traînaient parfois dans la salle de repos. Magnate de l'immobilier, propriétaire de chevaux de course, membre de cette France inaccessible qui ne la verrait jamais. « Ce tonnerre n'est plus qu'une épave », continua Valmont, la colère à peine contenue dans sa voix polissée. « J'ai engagé les meilleurs entraîneurs d'Europe. Tous ont échoué. Tous. »« Que voulez-vous qu'on fasse, monsieur Valmont ?» demanda respectueusement le directeur de l'hippodrome. « 1 semaine. Je vous donne 1 semaine pour obtenir un résultat. Après, l'abattoir. » Le mot tomba comme un couperet. L'abattoir. Amélie frissonna involontairement. Les hommes parvinrent finalement à conduire l'animal frémissant vers un box isolé, le plus éloigné des écuries principales. Une fois la porte verrouillée, tous reculèrent avec un soulagement visible. « Qui nettoiera ce box ?» demanda l'un des palefreniers. « Cette bête est un démon. » Le superviseur d'Amélie balaya du regard le personnel présent et s'arrêta sur elle. « Dufresne s'en chargera », décréta-t-il avec un haussement d'épaules. « Personne ne pleurera une femme de ménage immigrée. »
La remarque déclencha quelques rires étouffés. Amélie ne broncha pas, habituée à ce mélange de cruauté et d'indifférence. Mais au fond d'elle, quelque chose s'était éveillé à la vue de ce magnifique animal terrorisé. Une reconnaissance instinctive. 1 heure plus tard, armée d'un seau et d'une pelle, elle se tenait devant le box isolé. De l'intérieur provenaient des bruits de sabots frappant nerveusement le sol et des souffles courts, agités. « Fais attention », l'avertit sèchement le superviseur en lui tendant les clés. « Ce cheval est fou. S'il t'arrive quelque chose, ce sera ton problème, pas le nôtre. » Amélie hocha silencieusement la tête, mais une fois seule, elle ne se précipita pas. Au lieu d'ouvrir immédiatement la porte, elle posa son matériel de nettoyage et s'assit doucement sur le sol du couloir, le dos contre le mur opposé au box. Et elle commença à chantonner. C'était une mélodie étrange et envoûtante, ni tout à fait triste, ni vraiment joyeuse. Une chanson berbère que sa mère lui avait transmise avant d'être arrachée à elle, une mélodie qui parlait de montagnes lointaines et d'oiseaux libres. Sa voix, douce et légèrement rauque, s'éleva dans l'air chargé de tension. À l'intérieur du box, les mouvements agités diminuèrent progressivement. Les hennissements furieux s'espacèrent, puis cessèrent. Seul restait le son de respiration profonde, comme si l'animal écoutait. Pendant 15 minutes, Amélie ne fit rien d'autre que chanter, laissant la mélodie ancestrale tisser un fil invisible entre elle et cette créature brisée par la cruauté des hommes. Puis, très lentement, elle se releva et ouvrit la porte du box. Tonnerre recula jusqu'au fond, tremblant de tous ses membres. Ses flancs luisants de sueur portèrent les marques de récentes blessures, traces d'éperons trop durs, cicatrices de cravache. Mais ce furent ses yeux qui frappèrent Amélie le plus violemment. Des yeux qui avaient vu l'horreur. Elle ne fit pas un pas vers lui. Au lieu de cela, elle s'assit simplement dans la paille souillée, sans se soucier de salir davantage son uniforme déjà taché. De la poche de sa blouse, elle sortit un petit livre usé aux pages cornées, un recueil de poèmes de Baudelaire qu'elle avait trouvé dans une boîte à livres de son quartier. « La tristesse du ciel », commença-t-elle à lire d'une voix basse et mélodieuse, comme si elle parlait à un ami et non à un cheval de 2 millions d'euros considéré comme dangereux. Les mots du poète flottèrent dans l'espace confiné du box, créant une bulle de calme improbable. Amélie lisait sans lever les yeux, tournant doucement les pages, respectant la distance que Tonnerre maintenait. 1 heure passa ainsi, dans cette communion silencieuse entre deux êtres que tout séparait et que pourtant une forme de souffrance commune semblait rapprocher. Lorsqu'elle estima enfin le moment venu de partir, elle referma délicatement son livre et se releva avec des gestes lents, mesurés, sans jamais tourner le dos à l'animal. La paille n'était toujours pas nettoyée, la tâche assignée pas accomplie, mais cela semblait soudain dérisoire. Ce qui se produisit alors figea Amélie sur place. Tonnerre, le cheval qui avait envoyé 5 entraîneurs à l'hôpital, fit un pas hésitant dans sa direction. Un seul pas, tremblant, incertain, mais volontaire. Ses oreilles n'étaient plus plaquées en arrière en signe d'agression, mais dressées, attentives. Et dans ses yeux, pendant une fraction de seconde, le voile de fureur parut se dissiper. « Demain », murmura Amélie en un mélange de français et de mots berbères rescapés de son enfance. « Je reviendrai demain, je te le promets. » Elle sortit du box et referma doucement la porte, le cœur battant d'une émotion qu'elle ne parvenait pas à nommer. Quelque chose venait de se produire, quelque chose d'important, comme si deux solitudes s'étaient momentanément reconnues. « Qu'est-ce que tu fais encore là, Dufresne ? Le box devrait être nettoyé depuis longtemps. » La voix sèche de son superviseur la ramena brutalement à la réalité. « J'ai besoin de plus de temps, » répondit-elle en gardant les yeux baissés. « Le cheval est très agité. »« Tu as peur ? Je te l'avais dit qu'il était fou, ce canasson. »« Non, monsieur. Je n'ai pas peur. Je crois juste qu'il faut y aller doucement. » L'homme la dévisagea avec un mélange de surprise et de dédain. « Tu te prends pour une dresseuse de chevaux maintenant. Nettoie ce box avant la fin de ton service ou cherche-toi un autre boulot. » Il s'éloigna sans attendre de réponse, la laissant seule dans le couloir. Amélie soupira profondément. Demain, elle viendrait plus tôt. Demain, elle apporterait une pomme et plus de poèmes. Demain, peut-être,
Elle comprendrait pourquoi ce cheval brisé lui semblait si étrangement familier. En quittant l'hippodrome ce soir-là, elle ne remarqua pas l'homme âgé qui l'observait depuis la fenêtre de l'infirmerie vétérinaire. Pierre Lemaître, vétérinaire de Longchamp depuis plus de 4 décennies, avait assisté à toute la scène. Il avait vu la jeune femme de ménage chanter pour le cheval furieux. Il avait vu l'animal se calmer, puis s'approcher d'elle. En 40 ans à soigner des chevaux, je n'ai jamais rien vu de pareil, murmura-t-il pour lui-même, le front plissé par l'étonnement. Puis, regardant Amélie disparaître vers la sortie des employés, il ajouta avec urgence « Et surtout, pourras-tu recommencer demain, avant que Valmont ne revienne pour le faire abattre ?» Il ne savait pas encore à quel point cette question changerait le destin de 3 vies, celle d'une jeune réfugiée sans attache, celle d'un cheval condamné et la sienne propre. Le vétérinaire vieillissant demeura longuement à sa fenêtre, contemplant la silhouette d'Amélie qui s'éloignait dans la lumière déclinante du jour. Il y avait dans sa démarche quelque chose qui l'intriguait, une dignité tranquille, comme si elle portait un secret. Pierre Lemaître avait vu défiler dans ce hippodrome des centaines d'entraîneurs, de palefreniers, de propriétaires. Mais jamais il n'avait observé ce qu'il venait de voir. Un cheval considéré comme perdu répondant à une simple mélodie. Le lendemain, bien avant l'aube, Amélie franchit les grilles de service de Longchamp. Son cœur battait plus vite qu'à l'ordinaire. Dans son sac usé, elle avait glissé 2 pommes soigneusement choisies sur son maigre budget et son recueil de poèmes. Elle s'était levée 1 heure plus tôt, sacrifiant un précieux temps de sommeil. À sa grande surprise, une silhouette l'attendait près de l'entrée des écuries. Pierre Lemaître, dans sa blouse blanche froissée, lui fit signe d'approcher. « Vous êtes revenu », dit-il simplement. Ce n'était pas une question. Je lui ai promis, répondit Amélie, méfiante. Les figures d'autorité ne lui avaient jamais témoigné que condescendance ou mépris. Venez, murmura-t-il. J'ai des choses à vous montrer. Ils marchèrent côte à côte vers l'infirmerie vétérinaire, leurs pas résonnant dans le silence matinal. Le vieil homme semblait porter le poids de secrets lourds. Ce cheval, Tonnerre, commença-t-il en déverrouillant la porte de son bureau, n'a pas toujours été ainsi. Il y a 2 ans, c'était le plus prometteur des étalons arabes de sa génération. Rapide, intelligent, d'un équilibre parfait. Il sortit d'un tiroir une photographie, Tonnerre dans toute sa splendeur, montée par un homme souriant. Voici Martin, son entraîneur et soigneur depuis qu'il était poulain, le seul humain auquel Tonnerre ait jamais fait confiance. « Que s'est-il passé ?» demanda Amélie, devinant déjà la réponse. Un accident lors d'un entraînement. La voix de Pierre se brisa légèrement. Martin a fait une chute terrible. Tonnerre a vu son seul ami mourir sous ses yeux, le crâne fracassé contre une barrière. Depuis ce jour, il a été puni pour son chagrin, acheva Amélie, comprenant soudain. Pierre hocha gravement la tête. Il ouvrit un classeur et en sortit des radiographies qu'il plaça sur un négatoscope. Regardez ces fractures mal ressoudées aux membres antérieurs, ces lésions dorsales. Ce n'est pas le résultat d'accidents d'entraînement, mademoiselle Dufresne. C'est le témoignage de méthodes brutales, cravache, éperon, privation d'eau. Tout pour briser son esprit, comme ils disent. Amélie sentit son estomac se nouer. Les images translucides révélaient une souffrance systématique. « Pourquoi n'avez-vous rien dit ?» demanda-t-elle, incapable de contenir une pointe d'accusation. « J'ai essayé », soupira Pierre en éteignant l'appareil. « Valmont est l'un des plus grands propriétaires de France. Mes rapports ont été égarés. Les autorités ne veulent pas s'opposer à un homme aussi puissant. J'ai 68 ans, mademoiselle. Trop vieux pour risquer mon métier sans garantie de résultat. » Le silence s'installa entre eux, lourd de non-dits et de compromissions. « Mais hier, poursuivit-il avec une étincelle nouvelle dans le regard, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. J'ai vu Tonnerre vous écouter. Pas vous craindre, pas vous défier. Vous écouter. » À cet instant, le bruit d'une voiture luxueuse brisant le calme matinal les alerta. Par la fenêtre, ils aperçurent une Bentley noire s'immobilisant devant l'entrée principale. « Le nouveau dresseur engagé par Valmont, » murmura Pierre avec dégoût. « Venez, nous devons faire vite. » Ils se dirigèrent vers le box isolé de Tonnerre. À la lumière du jour naissant, Amélie put voir clairement ce que la pénombre avait masqué la veille.
Des cicatrices blanchâtres sur les flancs puissants, des marques d'éperon, une posture perpétuellement défensive, comme si l'animal attendait à chaque instant qu'une nouvelle douleur s'abatte sur lui. « Allez-y », chuchota Pierre en reculant. « Je vais faire diversion le temps que vous puissiez établir un contact. » Amélie s'approcha de la porte du box et entama doucement sa mélodie berbère. À l'intérieur, elle entendit les sabots de Tonnerre frapper le sol plus calmement que la veille. « Bonjour », murmura-t-elle en berbère, puis en français. « Je suis revenu, comme promis. » Elle n'eut pas le temps d'ouvrir la porte. Une voix tranchante retentit dans le couloir. Qu'est-ce qu'une femme de ménage fait devant le box de ce cheval? Un homme d'une cinquantaine d'années, vêtu d'une tenue d'équitation impeccable, toisait Amélie avec un mélange de surprise et d'irritation. À sa ceinture pendait une cravache en cuir tressé et ce qui ressemblait à un taser d'entraînement. Elle venait justement nettoyer le box, intervint Pierre, tentant de paraître naturel. « Cela peut attendre », répliqua sèchement l'homme. « Monsieur Valmont m'a engagé pour des résultats immédiats. Ce n'est pas un travail pour une fille d'immigré. Va nettoyer quelque chose ailleurs, petite. » Amélie baissa les yeux, une habitude acquise par des années de survie dans un pays qui ne l'avait jamais vraiment accueillie. Mais son corps refusa de bouger. « Je m'appelle Laurent Boissier », continua l'homme en s'adressant uniquement à Pierre. « J'ai dressé des chevaux pour des rois et des présidents. Ce que je ne peux pas réparer, personne ne le peut. » De sa mallette en cuir, il sortit plusieurs flacons et seringues. « Voici comment nous allons procéder. D'abord tranquilliser cette bête, puis établir clairement qui commande. La douleur et la récompense. Le langage universel du dressage efficace. » Pierre jeta un regard d'excuse vers Amélie, qui s'éloigna à contre-cœur. Mais au lieu de quitter les écuries, elle se dissimula derrière des ballots de foin empilés à quelques mètres, d'où elle pouvait observer sans être vue. Ce qui suivit fut une séance de torture déguisée en dressage. Boissier entra dans le box après avoir injecté un tranquillisant à Tonnerre à travers les barreaux. L'animal, à moitié drogué, tentait encore de se défendre. Le dresseur utilisa systématiquement sa cravache, frappant aux endroits les plus sensibles pour obtenir une soumission immédiate. « C'est comme ça qu'on brise une volonté rebelle », expliquait-il à Pierre, contraint d'assister à la séance. Pas de sentimentalisme. Un cheval n'est qu'un outil, un investissement. Soudain, comme si le fantôme de Martin était revenu le protéger, Tonnerre sembla puiser dans ses dernières forces. Dans un sursaut de panique et de rage, il se cabra violemment, manquant de peu la tête de Boissier et percutant la paroi du box avec une telle force que le bois craqua dangereusement. « Sale bête !» hurla le dresseur en reculant précipitamment, une estafilade sanglante barrant sa joue où l'un des sabots l'avait effleuré. Il sortit en claquant la porte, le visage déformé par la fureur et l'humiliation. « Ce cheval est condamné !» cracha-t-il à Pierre. « Demain, j'apporterai des équipements plus persuasifs. » La journée s'écoula lentement. Amélie accomplit ses tâches habituelles, mais son esprit restait auprès de Tonnerre. À travers les conversations captées entre palefreniers, elle apprit que Boissier était parti pour la journée, promettant de revenir le lendemain avec ce qu'il fallait pour mater cette bête de l'enfer. Quand le soleil commença à décliner et que la plupart des employés eurent quitté l'hippodrome, Amélie retourna vers le box isolé. Cette fois, elle trouva Pierre qui l'attendait. « Il est dans un état terrible », murmura le vétérinaire. « Physiquement et psychologiquement épuisé. Les tranquillisants commencent tout juste à se dissiper. » À l'intérieur du box, Tonnerre se tenait immobile dans un coin, tremblant de tous ses membres. Ses yeux magnifiques, jadis reflets de sa lignée royale arabe, n'exprimaient plus qu'une terreur absolue mêlée d'épuisement. « Puis-je entrer ?» demanda doucement Amélie. Pierre hésita. « C'est dangereux. Dans cet état, il pourrait réagir par instinct de survie. Je ne lui ferai pas face directement. Je vais juste m'asseoir et lui parler. » Le vétérinaire déverrouilla silencieusement la porte. « Je reste à proximité », chuchota-t-il. Amélie pénétra dans le box avec une lenteur délibérée. L'odeur âcre de la peur animale et de la sueur imprégnait l'atmosphère. Elle s'assit sur la paille fraîche que quelqu'un avait dû mettre après le départ de Boissier et commença à chanter. Cette fois, elle ne se contenta pas de chantonner la mélodie. Elle laissa les paroles berbères de la chanson de sa mère s'élever pleinement.
un chant ancestral sur des oiseaux volant librement au-dessus des montagnes du Djurdjura, sur le vent qui ne connaît pas de frontières. Tandis qu'elle chantait, des images de son enfance traversèrent son esprit. Sa mère, dont elle ne conservait que des souvenirs fragmentés, berçant le bébé qu'elle était sous le ciel étoilé d'Algérie. Ces souvenirs étaient-ils réels ou reconstruits? Peu importait. La chanson, elle, était bien réelle. Progressivement, Tonnerre tourna la tête vers elle. Ses oreilles, auparavant plaquées en arrière, se redressèrent légèrement, s'orientant vers la source de cette étrange mélodie qui semblait parler d'espaces infinis et de liberté. Amélie sortit une pomme de son sac et la posa délicatement sur la paille entre eux. Puis, comme si elle était parfaitement seule, elle ouvrit son recueil et commença à lire. « La vie antérieure », récita-t-elle doucement, sa voix mêlant le français et quelques mots berbères qui lui revenaient instinctivement. « J'ai longtemps habité sous de vastes portiques que les soleils marins teignaient de mille feux. » Les mots de Baudelaire semblaient prendre une dimension nouvelle dans cet espace confiné, auprès de cet animal brisé. Amélie lisait sans emphase, simplement, comme une conversation intime entre deux âmes esselées. 1 heure passa ainsi. Elle parla parfois de sa propre enfance dans des foyers d'accueil où personne ne voulait vraiment d'elle. Des regards méfiants. Du sentiment d'être toujours l'étrangère, même après 15 ans en France. Et puis, le miracle se produisit. Avec une lenteur infinie, Tonnerre fit 3 pas dans sa direction. 3 pas hésitants, tremblants, mais volontaires. Il s'arrêta à distance respectable, mais suffisamment près pour que son souffle chaud parvienne jusqu'aux mains d'Amélie. Il ne toucha pas la pomme. Il se contenta de renifler l'air autour d'elle, comme pour mémoriser son odeur. Amélie continua sa lecture, feignant de ne pas remarquer ce pas de géant, cette confiance naissante. Son cœur battait si fort qu'elle craignait que le bruit n'effraie l'animal. Mais elle maintint son calme apparent, tournant doucement les pages, laissant sa voix couler comme une rivière tranquille dans ce havre improbable qu'ils créaient ensemble. À la porte entr'ouverte du box, Pierre observait la scène avec une émotion qu'il ne cherchait plus à dissimuler. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage buriné par les années. « Mon Dieu !» murmura-t-il pour lui-même. Il choisit de faire confiance. À cet instant précis, son téléphone vibra dans sa poche. Le message qui s'afficha sur l'écran lui glaça le sang. « Demain, 9 heures. Décision finale concernant Tonnerre. Apportez les documents d'euthanasie. Valmont. » Pierre fixait son téléphone, le visage soudain pâle comme la craie. Il glissa l'appareil dans sa poche d'un geste nerveux et jeta un dernier regard vers Amélie et Tonnerre, avant de s'éloigner silencieusement. Quelque chose dans son expression trahissait une urgence nouvelle, une gravité qui n'avait rien de bon. L'aube suivante se leva dans un ciel d'un bleu limpide, promesse d'une journée radieuse que démentait l'atmosphère tendue régnant à Longchamp. Amélie arriva plus tôt encore que la veille, son cœur battant la chamade à l'idée de revoir Tonnerre. Elle trouva Pierre qui l'attendait déjà près de l'entrée des écuries, son visage marqué par une nuit d'insomnie. « Valmont arrive », annonça-t-il sans préambule. « Il veut en finir aujourd'hui. » Ces simples mots suffirent à glacer le sang d'Amélie. « Mais la semaine n'est pas écoulée », protesta-t-elle faiblement. « Pour des hommes comme lui, les promesses n'ont de valeur que lorsqu'elles les arrangent, » répondit amèrement le vétérinaire. Le dresseur d'hier lui a fait un rapport désastreux. Il considère que l'animal est un cas désespéré. Ils se dirigèrent rapidement vers le box de Tonnerre. À leur approche, ils perçurent son agitation, comme si l'étalon ressentait lui aussi la tension dans l'air. Amélie commença immédiatement à chantonner, doucement d'abord, puis avec plus d'assurance. Le son familier parut apaiser légèrement l'animal. « Il vous reconnaît », murmura Pierre avec émerveillement. « Continuez, pendant que je guette l'arrivée de Valmont. » Pendant près d'une demi-heure, Amélie resta près du box, alternant chants berbères et paroles apaisantes. Le temps semblait suspendu dans cette bulle fragile qu'ils avaient créée ensemble, jusqu'à ce que le bruit caractéristique d'une voiture de luxe brise brutalement ce moment de grâce. « Il est là », souffla Pierre en revenant précipitamment. « Avec son avocat et ce boissier. Ils ont déjà les documents pour l'euthanasie. » Amélie sentit une vague de panique monter en elle, suivie d'une détermination qu'elle ne se connaissait pas.
Où sont-ils maintenant? Dans le bureau du directeur. Ils examinent les papiers avant de venir ici. Une idée folle germa dans l'esprit d'Amélie. Sans réfléchir davantage, elle se dirigea d'un pas résolu vers le bureau administratif, Pierre sur ses talons, tentant en vain de la retenir. Dans le luxueux bureau aux boiseries anciennes, Jean-Pierre Valmont écoutait avec une impatience à peine dissimulée le rapport accablant du dresseur. « L'animal est irrécupérable », affirmait Boissier, la joue encore marquée par l'estafilade de la veille. « Psychologiquement instable et extrêmement dangereux. Je recommande l'euthanasie immédiate. » 2 millions d'euros, marmonna Valmont, manipulant nerveusement son stylo plume en or. Un investissement totalement perdu. « S'il vous plaît, monsieur, il n'est pas dangereux, seulement effrayé. » La voix douce mais ferme surprit tous les hommes présents. Amélie se tenait sur le seuil, le corps tendu mais le regard déterminé. « Qui êtes-vous? Et comment osez-vous interrompre cette réunion ?» s'exclama le directeur du hippodrome, visiblement embarrassé. « Elle est femme de ménage ici », intervint Boissier avec un rictus méprisant. « Je l'ai surprise hier rôdant autour du box. » Valmont dévisagea Amélie de la tête aux pieds, son regard s'attardant sur son uniforme usé et son foulard rouge. « Et qui êtes-vous pour contester l'avis de professionnel? Une femme de ménage immigrée sans la moindre qualification ?» Le mépris dans sa voix était palpable, mais Amélie ne baissa pas les yeux. « Je m'appelle Amélie Dufresne, monsieur, et j'ai réussi à approcher Tonnerre sans qu'il m'attaque. Il m'a laissé entrer dans son box. Il commence à me faire confiance. » Un silence incrédule accueillit cette déclaration. « C'est vrai », confirma Pierre, qui venait d'entrer à son tour. « Je l'ai vu de mes propres yeux. Cette jeune femme a établi un contact que personne n'avait réussi à obtenir depuis des mois. » « Absurde, trancha Boissier. Un coup de chance, rien de plus. Ce cheval est condamné. » Pierre s'éclaircit la gorge, jouant sa dernière carte. « En fait, monsieur Valmont, j'ai reçu hier un appel intéressant. Un acheteur saoudien qui suit de près notre élevage s'est montré très intéressé par Tonnerre, à condition qu'on puisse le voir rétabli, bien sûr. » Le changement dans l'expression de Valmont fut instantané. L'ennui céda la place à l'intérêt calculateur. Un acheteur? À quel prix? Il n'a pas mentionné de chiffre précis, improvisa Pierre, mais il connaît la valeur initiale de l'animal et semble prêt à faire une offre généreuse. Valmont tambourina des doigts sur le bureau, soudain plongé dans un dilemme financier plutôt que moral. « Et vous, dit-il en se tournant vers Amélie, vous prétendez pouvoir réhabiliter ce cheval que des professionnels ont déclaré irrécupérable? Je ne prétends rien, monsieur. Je demande juste le temps que vous aviez initialement accordé. 1 semaine. » Un long silence suivit, pendant lequel Valmont sembla peser le pour et le contre. Finalement, il hocha sèchement la tête. 1 semaine, pas un jour de plus. Mais, ajouta-t-il avec un sourire froid, puisque vous semblez si dévoué à cette cause, vous n'aurez plus à vous soucier de vos autres tâches ici. « Monsieur ?» demanda Amélie, incertaine. « Vous êtes relevé de vos fonctions de femme de ménage, avec effet immédiat. Concentrez-vous uniquement sur ce cheval. Si vous réussissez, je reconsidérerai votre situation. Si vous échouez… » Il laissa sa phrase en suspens, son regard glacial complétant éloquemment la menace. Une fois Valmont et sa suite partis, Amélie resta immobile, assimilant ce qui venait de se produire. Elle venait de perdre son emploi, son unique source de revenus. Et pourtant, étrangement, elle se sentait plus libre qu'elle ne l'avait été depuis des années. « Je suis désolé, » murmura Pierre. « Je ne pensais pas qu'il irait jusque-là. »« Ne le soyez pas, » répondit-elle doucement. « Pour la première fois, quelqu'un me demande de faire ce que je sens être juste, pas simplement de nettoyer ce que les autres salissent. » Sans attendre davantage, elle retourna vers le box de Tonnerre. Sans son travail officiel, elle n'avait nulle part où aller, rien d'autre à faire. Elle décida de passer la journée entière avec l'animal. À l'intérieur du box, Tonnerre s'était légèrement calmé depuis le matin, mais restait sur ses gardes. Amélie s'assit simplement dans un coin et sortit son maigre déjeuner, un morceau de pain et un petit fromage. Avec un geste délibéré, elle coupa le pain en deux et plaça une moitié sur la paille, à mi-chemin, entre elle et le cheval. « Ma mère disait toujours qu'on ne peut pas vraiment connaître quelqu'un avant d'avoir partagé un repas, » dit-elle en français.
puis répéta approximativement la même chose dans les quelques mots berbères qu'elle se rappelait. Je ne sais pas si c'est vrai pour les chevaux aussi. Pendant qu'elle mangeait lentement, elle lui raconta son enfance, les foyers d'accueil qui se succédaient, jamais assez longtemps pour s'attacher, toujours avec ce sentiment d'être l'étrangère, celle qu'on tolère sans vraiment l'accepter. « Toi et moi, nous sommes des survivants », murmura-t-elle. « Nous portons nos cicatrices différemment, c'est tout. » L'après-midi s'étirait paisiblement. Amélie lut l'intégralité de son recueil de poèmes, alternant français et berbère, sa voix douce emplissant le box d'une mélodie de mots qui semblait apaiser l'animal. Parfois, elle s'interrompait simplement pour observer Tonnerre. La noblesse de sa stature malgré les mauvais traitements, la profondeur de son regard qui semblait contenir tout un univers de souffrances non exprimées. Progressivement, presque imperceptiblement, Tonnerre se rapprocha. Il faisait semblant de s'intéresser à un autre coin du box, puis avançait légèrement, comme par hasard, dans sa direction. Amélie feignait de ne pas remarquer cette danse subtile, continuant sa lecture tout en étant intensément consciente de chaque mouvement de l'animal. Quand le soleil commença à décliner, projetant des ombres allongées à travers les interstices du box, Tonnerre était suffisamment proche pour qu'elle puisse sentir la chaleur émanant de son corps puissant. Avec des gestes infiniment lents, elle sortit la pomme qu'elle avait gardée pour ce moment et la présenta sur sa paume ouverte, parfaitement immobile. « C'est pour toi », chuchota-t-elle. « Tu peux la prendre. » Le temps sembla se suspendre. Tonnerre observait fixement la pomme, ses naseaux frémissant légèrement. Puis, avec une délicatesse surprenante pour un animal de cette taille, il avança ses lèvres veloutées et prit le fruit directement dans sa main. Ce contact fugace envoya une décharge électrique le long de la colonne vertébrale d'Amélie. Elle resta parfaitement immobile, retenant son souffle. Tonnerre croqua la pomme, puis, dans un geste qui défia toutes les probabilités, il resta suffisamment proche pour qu'elle puisse, très doucement, effleurer son museau du bout des doigts. « Doucement », murmura-t-elle, autant pour elle-même que pour lui. « Tout va bien. » À son insu, plusieurs employés du hippodrome s'étaient rassemblés à distance respectueuse pour observer la scène extraordinaire. Parmi eux, principalement des travailleurs immigrés comme elle, des hommes et femmes du Maghreb, d'Afrique subsaharienne, des Balkans, tous ceux qui accomplissaient les tâches ingrates que les Français dédaignaient. Quand le soleil se coucha complètement, Amélie réalisa qu'elle n'avait nulle part où aller. Sans son salaire, son minuscule appartement de Clichy-sous-Bois deviendrait vite inabordable. Mais l'idée de quitter Tonnerre, maintenant qu'un lien ténu commençait à se former, lui était insupportable. Elle s'apprêtait à improviser un lit de fortune dans le couloir des écuries quand une silhouette s'approcha dans la pénombre. C'était Fatima, l'une des femmes de ménage algériennes, portant un ballot sous le bras. « Tiens », dit-elle en lui tendant une couverture épaisse et un sac contenant de la nourriture. « Ce soir, tu dors ici pour veiller sur lui. Demain, on s'organisera mieux. » Amélie accepta les offrandes avec émotion, surprise par cette solidarité inattendue. « Ce que tu fais, » poursuivit Fatima en baissant la voix, « ce n'est pas seulement pour un cheval, Habibi. C'est pour nous tous que personne ne croit capable de faire des choses extraordinaires. » La nuit tombée sur Longchamp enveloppait les écuries d'un silence presque mystique. Les paroles de Fatima résonnaient encore dans l'esprit d'Amélie, tandis qu'elle étendait la couverture dans un coin du box. Tonnerre l'observait avec une curiosité méfiante, ses grands yeux reflétant la faible lumière qui filtrait de l'extérieur. « Je reste avec toi cette nuit », murmura Amélie en s'installant contre la paroi de bois. « Nous sommes deux étrangers dans ce monde, n'est-ce pas ?» Le grand étalon noir s'était retiré dans l'angle opposé, maintenant une distance prudente. Amélie ne chercha pas à s'imposer davantage. Elle se contenta de fredonner doucement sa mélodie berbère, laissant les notes flotter dans l'obscurité comme des messages codés entre eux. Le sommeil finit par la gagner, sa tête s'inclinant légèrement contre son épaule. C'est alors qu'un hennissement aigu la réveilla en sursaut. Tonnerre s'agitait violemment dans son sommeil, ses sabots frappant la paille, son corps massif secoué de tremblements. Un cauchemar, réalisa Amélie, reconnaissant les signes pour les avoir elle-même vécus tant de fois, ces terreurs nocturnes où le passé revient vous hanter, plus vivant que jamais. Sans réfléchir, elle commença à chanter, non plus à fredonner, mais à chanter pleinement, laissant sa voix s'élever claire et vibrante dans l'obscurité.
La mélodie berbère parlait de déserts traversés, d'étoiles guidant les voyageurs perdus, de refuges trouvés après de longues errances. Progressivement, les mouvements de Tonnerre s'apaisèrent. Sa respiration, d'abord erratique, retrouva un rythme plus régulier. Amélie continua de chanter, se déplaçant avec une lenteur infinie jusqu'à s'asseoir à quelques mètres de lui, assez proche pour que sa voix l'enveloppe comme une couverture sonore, assez loin pour ne pas l'effrayer. « Tes démons ressemblent aux miens », chuchota-t-elle entre deux couplets. « Ils nous visitent quand nous sommes le plus vulnérables. » L'aube les trouva ainsi, l'humaine et le cheval, séparés par quelques mètres de paille, mais reliés par un fil invisible que la nuit avait commencé à tisser. Les premiers rayons du soleil filtraient à peine à travers les interstices des planches quand des bruits de pas discrets se firent entendre. Amélie se redressa, momentanément désorientée, avant de reconnaître Fatima accompagnée de 3 autres employés immigrés. Ils portaient un plateau avec du café fumant, des croissants et même des vêtements propres soigneusement pliés. « Nous avons fait une collecte », expliqua Fatima en déposant le tout près de la porte du box. « Tout le monde veut aider la fille qui parle aux chevaux. » Amélie accepta leur générosité avec une gratitude émue. « Je ne sais pas comment vous remercier. »« Ne nous remercie pas », intervint Malik, un palefrenier d'origine sénégalaise. « Pour la première fois, quelqu'un comme nous fait quelque chose que les grands patrons ne peuvent pas faire. Ça n'a pas de prix. » Cette simple phrase illumina le visage d'Amélie. Elle n'avait jamais envisagé son lien avec Tonnerre sous cet angle. Un acte de résistance tranquille, une affirmation silencieuse de valeur. Pierre arriva peu après, le visage marqué par l'inquiétude. « Valmont a engagé Philippe Moreau », annonça-t-il sans préambule. « Il arrive demain matin. » Moreau, le nom ne signifiait rien pour Amélie. Un spécialiste tristement célèbre dans le milieu équestre. Il obtient des résultats rapides en utilisant des méthodes qui devraient être interdites. Si Boissier était brutal, Moreau est méthodiquement cruel. La nouvelle tomba comme une pierre dans l'estomac d'Amélie. Un jour. Il n'avait des qu'1 jour avant que ce nouveau tortionnaire n'arrive. Alors nous devons intensifier notre connexion aujourd'hui, décida-t-elle, une détermination nouvelle dans la voix. Avant qu'il ne soit trop tard. Après s'être changée et avoir mangé rapidement, Amélie retourna auprès de Tonnerre. L'animal semblait plus calme ce matin, comme si leur veillée nocturne partagée avait créé un lien tacite entre eux. Elle décida d'établir une routine délibérée, une structure que Tonnerre pourrait anticiper, un cadre rassurant dans son monde d'incertitude. Les matinées seraient consacrées à la lecture, les midis au chant, les après-midi au silence partagé. Les traumatisés ont besoin de prévisibilité, expliqua-t-elle à Pierre qui l'observait avec fascination. L'imprévu nous terrifie car il a toujours signifié danger. Assise à distance respectueuse, elle ouvrit son recueil et commença à lire. Cette fois, elle choisit Victor Hugo, ses vers sur la liberté et la dignité humaine. À sa grande surprise, les oreilles de Tonnerre se dressèrent immédiatement, comme si ces mots particuliers éveillait en lui un intérêt spécifique. « Tu aimes Hugo ?» sourit-elle. « Je comprends. Il parle de ceux qu'on ne voit pas, ceux qu'on piétine, sans même les regarder. » Le soleil atteignait son zénith quand Amélie passa à la seconde phase de sa routine. Elle rangea son livre et entonna des chants, non plus seulement sa mélodie berbère, mais d'autres chansons de son enfance, des berceuses algériennes mêlées à des comptines françaises qu'elle avait apprises dans ses foyers successifs. Tonnerre écoutait, immobile, ses yeux sombres fixés sur elle avec une intensité nouvelle. Parfois, un frémissement parcourait son corps puissant, comme si certaines notes touchaient en lui une corde particulièrement sensible. L'après-midi fut consacré au silence, non pas un silence de vide, mais un silence habité, intentionnel. Amélie s'assit simplement, respirant calmement, laissant sa présence parler d'elle-même. Parfois, elle fermait les yeux, offrant à Tonnerre l'ultime preuve de confiance. En fin de journée, elle découvrit une vieille brosse à crinière dans un seau d'équipement abandonné près du box. Une idée germa dans son esprit. La crinière de Tonnerre, autrefois sans doute magnifique, n'était plus qu'un enchevêtrement de nœuds et de crins cassés, reflet physique de son état intérieur. Avec une infinie précaution,
Elle lui montra d'abord la brosse, la posant sur la paille entre eux. « Regarde, dit-elle doucement. Ce n'est pas une arme. C'est pour prendre soin de toi. » Tonnerre renifla l'objet avec méfiance, ses naseaux frémissant au contact de l'odeur du cuir et du crin. Amélie attendit patiemment qu'il ait terminé son inspection. « Puis-je » demanda-t-elle en faisant un minuscule geste vers lui. Le moment était délicat, chargé d'une tension palpable. Amélie avança d'un pas, puis d'un autre, la brosse tenue bien en évidence dans sa main. Tonnerre se raidit visiblement, mais ne recula pas. Lorsque sa main s'approcha de la crinière emmêlée, elle retint son souffle. Le premier contact fut à peine une caresse, juste le bout des crins effleuré par la brosse. Tonnerre tressaillit mais resta immobile. « C'est bien, » murmura-t-elle. « Très bien. » Lentement, avec une douceur infinie, elle commença à démêler les premiers nœuds, parlant continuellement d'une voix basse et mélodieuse, racontant des histoires sans importance, créant un flux de paroles rassurantes. « Tu as dû être magnifique avant, » dit-elle en dégageant délicatement un crin particulièrement emmêlé. « Tu le seras à nouveau, pas pour les concours ou les hommes d'affaires, mais pour toi-même. » Un bruit à l'entrée du box interrompit ce moment fragile. Claude, un jeune palefrenier français connu pour son scepticisme envers les méthodes non conventionnelles, se tenait là, observant la scène avec stupéfaction. « C'est impossible, » souffla-t-il. Personne n'a réussi à s'approcher aussi près. Tonnerre s'était immédiatement tendu à l'apparition du jeune homme, reculant légèrement. Amélie reprit sa position initiale, sans manifester de déception. « Je ne cherche pas à le contrôler, » expliqua-t-elle simplement. « Je lui demande la permission. » Claude resta un moment silencieux, visiblement en conflit intérieur. Il appartenait à ce monde équestre traditionnel, où la domination était la norme, où les chevaux devaient se plier à la volonté humaine, de gré ou de force. « J'ai toujours cru qu'un cheval devait être dressé rapidement, fermement, » admit-il finalement. « C'est ce qu'on m'a enseigné. » Et comment réagirais-tu, toi, si quelqu'un essayait de te dresser, après que tu aies subi un traumatisme? La question flotta entre eux, chargée d'implications qui dépassaient largement le cadre équestre. Claude sembla soudain percevoir toutes les couches de sens contenues dans cette simple interrogation. « Je comprends que vous ne faites pas confiance aux Français, » dit-il après un long silence. « Nous n'avons pas été accueillants. Mais tous ne sont pas comme Valmont. » Il hésita avant d'ajouter « Je peux vous aider, vous apporter de meilleurs équipements, vous montrer des techniques plus douces, si vous acceptez de m'enseigner comment vous faites ça. » Son offre, maladroite mais sincère, toucha Amélie plus qu'elle ne l'aurait imaginé. « J'accepte, » répondit-elle avec un léger sourire. « Nous avons tous à apprendre les uns des autres. » Le crépuscule tombait doucement sur Longchamp quand la majorité des employés rentrèrent chez eux. Amélie, épuisée par cette journée intense, s'adossa contre la paroi du box et ferma brièvement les yeux. La couverture de Fatima était posée près d'elle, promesse d'un abri pour la nuit à venir. Une rumeur avait commencé à circuler dans tout l'hippodrome. L'histoire de la dompteuse de chevaux réfugiés se propageait comme une traînée de poudre, attirant l'attention de palefreniers, d'entraîneurs et même de quelques propriétaires curieux. Amélie sombrait doucement dans le sommeil, bercée par le rythme apaisant de la respiration de Tonnerre, quand quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le grand étalon noir, qui depuis des mois attaquait quiconque s'approchait trop près, s'avança lentement dans sa direction. Avec une délicatesse infinie, il se coucha sur la paille à quelques mètres d'elle, dans une position qui, pour tout connaisseur des chevaux, était sans équivoque, une posture de protection. Pierre, qui passait faire une dernière vérification avant de rentrer chez lui, s'immobilisa devant ce spectacle inouï. Ses yeux s'écarquillèrent de stupeur, puis s'embuèrent d'émotion. Jamais, en 40 ans de carrière, il n'avait été témoin d'une telle transformation. C'est à ce moment précis que des phares puissants balayèrent l'entrée principale de l'hippodrome, accompagnés du ronronnement caractéristique d'un moteur de luxe. Philippe Moreau, le redoutable briseur de chevaux, venait d'arriver un jour plus tôt que prévu. Le vrombissement de la voiture de luxe résonna dans la nuit comme un présage funeste. Amélie, arrachée à sa somnolence, sentit Tonnerre se raidir instantanément.
L'animal avait perçu le danger avant même qu'elle ne comprenne ce qui se passait. Ses oreilles se plaquèrent en arrière, et son corps massif se redressa en un mouvement fluide, abandonnant sa posture protectrice pour adopter une attitude défensive. « Qu'est-ce que » murmura-t-elle en se relevant péniblement. Des bruits de pas déterminés résonnèrent sur le sol pavé, s'approchant inexorablement des écuries. Pierre apparut à l'entrée du box, le visage blême. « C'est Moreau !» chuchota-t-il avec urgence. « Il a un jour d'avance. » À peine avait-il prononcé ces mots qu'une silhouette imposante se matérialisa derrière lui. Philippe Moreau, grand et sec, arborait cette assurance caractéristique des hommes habitués à plier le monde à leur volonté. Son regard froid balaya la scène avant de se fixer sur Amélie avec une stupéfaction non dissimulée. Qu'est-ce que cette fille fait à dormir dans le box de ce cheval? Sa voix claqua comme un fouet dans l'air nocturne. Est-ce une plaisanterie? Elle travaille avec Tonnerre, intervint Pierre avec une fermeté inattendue. Sur autorisation de M. Valmont lui-même. Moreau émit un ricanement méprisant. Une gamine dans un box avec un étalon qui a envoyé 6 hommes à l'hôpital. Voilà qui est parfaitement irresponsable. Elle a établi un contact que personne n'a réussi à obtenir, insista le vétérinaire. Sortez immédiatement, mademoiselle, ordonna Moreau sans même regarder Pierre. Ce n'est pas un travail pour des amateurs sentimentaux. Amélie se redressa complètement, son foulard rouge glissant légèrement sur ses épaules. Dans la pénombre du box, elle paraissait étrangement imposante malgré sa petite taille. « J'ai l'autorisation de rester jusqu'à vendredi », répondit-elle calmement. « L'accord est clair. »« Un accord avec une femme de ménage ?» s'esclaffa Moreau. « Demain, à l'aube, je reviens avec l'équipement nécessaire pour dresser véritablement cet animal. D'ici là, sortez de mon chemin. » Pierre s'avança, encore en pyjama sous sa veste hâtivement enfilée. « L'accord avec Valmont est formel. Elle a jusqu'à vendredi. Si vous souhaitez contester cela, appelez M. Valmont lui-même. » Moreau examina attentivement Tonnerre, qui s'était retiré au fond du box, tous muscles tendus, prêt à bondir. « Ce cheval n'a pas été brisé correctement, » déclara-t-il avec un détachement clinique. « Demain, j'apporterai ce qu'il faut pour régler définitivement ce problème. » Sur ces mots, il tourna les talons, laissant derrière lui une atmosphère lourde de menaces implicites. « Il reviendra à l'aube », murmura Pierre une fois certain que Moreau s'était suffisamment éloigné. « Nous devons nous organiser. » Une demi-heure plus tard, une réunion improvisée se tenait dans le petit local de repos des palefreniers. Pierre, Fatima, Claude, Malik et quelques autres employés discutaient à voix basse des options disponibles. « Moreau est connu pour ses méthodes extrêmes », expliquait Pierre. « Épuisement forcé, privation d'eau, usage de mort particulièrement douloureux. Il obtient des résultats, certes, mais au prix de la destruction psychique complète de l'animal. »« Nous pourrions bloquer l'entrée du box, » suggéra Malik. « Former des équipes pour nous relayer. »« Et perdre nos emplois ?» objecta l'un des palefreniers plus âgés. « Certains d'entre nous ont des familles à nourrir. » Le silence qui suivit était lourd de ce dilemme impossible, la justice contre la survie quotidienne. « Je ne vous demanderai pas de risquer vos moyens de subsistance, » déclara finalement Amélie. « C'est à moi d'intensifier le lien avec Tonnerre avant que Moreau ne revienne. »« Comment ?» demanda Claude, visiblement troublé par la situation. « En lui faisant entièrement confiance, » répondit-elle simplement, « et en espérant qu'il me fasse confiance en retour. » L'aube pointait à peine quand Amélie retourna au box de Tonnerre. L'animal n'avait pratiquement pas dormi, encore perturbé par l'intrusion nocturne. Elle s'assit au centre de l'espace, respirant profondément pour calmer son propre cœur affolé. « Aujourd'hui, nous n'avons pas le temps d'y aller progressivement, » murmura-t-elle en berbère, puis en français. « Il faut que tu comprennes que je suis de ton côté. » Elle commença à lire à haute voix, choisissant délibérément les passages les plus puissants de Victor Hugo sur la liberté et la dignité. Sa voix résonnait avec une émotion contenue, comme si chaque mot était un pont tendu entre leurs deux solitudes. À mesure que la matinée avançait, elle se déplaçait imperceptiblement, millimètre par millimètre, plus près de Tonnerre. Le grand étalon noir l'observait fixement, oscillant visiblement entre méfiance et désir de croire. Vers midi, elle avait réussi à s'asseoir à moins d'1 mètre de lui sans qu'il manifeste d'anxiété apparente. C'était une distance infime comparée aux standards équestres habituels.
Mais un gouffre immense avait été franchi depuis ce premier jour où il se tenait, tremblant de rage et de peur, au fond de son box. « Tu vois, murmura-t-elle, je ne cherche pas à te posséder ou te contrôler. Je veux juste être avec toi, partager cet espace, ce moment. » Le soleil atteignait son zénith quand des bruits de moteur annoncèrent l'arrivée redoutée. Par la petite fenêtre du box, Amélie aperçut Moreau descendre d'une camionnette, accompagné d'un assistant. Il déchargeait des équipements qui firent frissonner la jeune femme. Cravache rigide, morts aux extrémités acérées, un cabresto de contrôle particulièrement sévère et ce qui ressemblait à un taser d'entraînement. « Je te promets », chuchota-t-elle à Tonnerre en posant une main tremblante près de son flanc sans le toucher, « que je ne laisserai personne te faire du mal. » Moreau se dirigea d'un pas conquérant vers les écuries, son assistant peinant à le suivre avec tout l'équipement. « Où est la fille et le cheval problématique » lança-t-il à la cantonade. Ce qu'il découvrit le figea sur place. Devant le box de Tonnerre se tenait une vingtaine de personnes, employés immigrés, jeunes palefreniers, et même quelques habitués du hippodrome qui avaient entendu l'histoire extraordinaire. Ils formaient une barrière humaine silencieuse, mais déterminée. « Qu'est-ce que c'est que cette mascarade » s'exclama Moreau. « Écartez-vous immédiatement. » « Le cheval est en convalescence », déclara calmement Pierre, qui se tenait au centre du groupe. Tout stress supplémentaire compromettrait sa guérison. « Je suis engagé par M. Valmont pour dresser cet animal », rétorqua Moreau, la colère déformant ses traits. « Vous empêchez un professionnel de faire son travail. J'appellerai Valmont et vous serez tous licenciés avant midi. » La menace plana lourdement dans l'air matinal. Quelques visages pâlirent. Certains échangèrent des regards inquiets, mais personne ne bougea. À l'intérieur du box, Tonnerre perçut l'agitation. Il commença à s'agiter, frappant nerveusement le sol de ses sabots, hennissant avec une anxiété croissante. Amélie comprit immédiatement que la situation risquait de dégénérer. La peur pouvait rapidement se transformer en agression défensive chez un animal traumatisé. Sans hésiter une seconde, elle commença à chanter. Pas à fredonner discrètement comme les jours précédents, mais à chanter pleinement, sa voix s'élevant claire et vibrante par-dessus le tumulte extérieur. La mélodie berbère, avec ses inflexions particulières et son rythme envoûtant, s'éleva comme une barrière sonore entre Tonnerre et le chaos. Instantanément, miraculeusement, l'animal cessa de s'agiter. Ses oreilles, auparavant plaquées en signe de détresse, se redressèrent, orientées vers la source de cette musique familière. Dehors, les voix se turent progressivement. Même Moreau s'interrompit au milieu d'une menace, surpris par ce son inattendu. Les personnes rassemblées s'écartèrent légèrement, permettant au dresseur de voir à l'intérieur du box. Ce qu'il découvrit le laissa momentanément sans voix. Amélie, assise calmement sur la paille, chantait avec une intensité tranquille, tandis que Tonnerre, les talons prétendument incontrôlables, se tenait immobile près d'elle, sa tête massive inclinée dans sa direction, comme absorbée par chaque note. « C'est de la sorcellerie », marmonna l'assistant de Moreau, visiblement impressionné malgré lui. « C'est un simple truc », répliqua Moreau, mais son assurance habituelle semblait légèrement ébranlée. « Une distraction temporaire, rien de plus. » Claude, qui s'était tenu en retrait jusqu'alors, s'avança. « Ce n'est pas un truc », déclara-t-il avec une conviction tranquille. « C'est une connexion authentique. Je l'ai observé pendant des heures. Ce cheval choisit librement de lui faire confiance, alors qu'il a attaqué tous ceux qui ont tenté de le dominer par la force. » Moreau examina le jeune palefrenier avec dédain. « La sentimentalité n'a pas sa place dans le dressage professionnel, jeune homme. Les chevaux sont des animaux de travail, pas des animaux de compagnie. Regardez par vous-même, » insista Claude en désignant l'intérieur du box. Amélie avait cessé de chanter, mais l'effet persistait. Tonnerre restait parfaitement calme, son regard fixé sur elle avec une intensité presque palpable. Lentement, délibérément, elle tendit sa main ouverte vers lui. L'animal avança son museau jusqu'à effleurer ses doigts, un contact volontaire, libre, une confiance offerte et non extorquée. Le spectacle était si saisissant, si contraire à tout ce que le monde équestre traditionnel tenait pour acquis, que même Moreau sembla momentanément déstabilisé. « C'est inhabituel », concéda-t-il finalement. «
mais cela ne prouve rien sur le long terme. Un cheval de ce prix doit pouvoir être monté, pas seulement apprivoisé comme un animal de zoo. Il recula de quelques pas, visiblement contrarié par ce contretemps inattendu. « Je reviendrai demain avec M. Valmont lui-même. Nous verrons si votre petit numéro l'impressionne autant. » Sur ces mots, il fit signe à son assistant de remporter l'équipement et tourna les talons, laissant derrière lui un étrange mélange de soulagement et d'appréhension. La foule improvisée se dispersa lentement, chacun retournant à ses tâches quotidiennes, mais avec un sentiment nouveau, celui d'avoir participé à quelque chose de plus grand qu'eux, une résistance pacifique face à la cruauté institutionnalisée. Pierre s'approcha du box, observant avec émerveillement l'interaction entre Amélie et Tonnerre. « Ce que vous faites est remarquable, » dit-il doucement. « Mais Moreau a raison sur un point. Valmont voudra des preuves tangibles. Une connexion émotionnelle ne suffira pas. »« Que suggérez-vous » demanda Amélie sans quitter Tonnerre des yeux. « Il faudrait que vous puissiez le monter, » répondit Pierre avec hésitation. « Montrer qu'il accepte non seulement votre présence, mais aussi votre guidage. » Amélie hocha lentement la tête. L'idée l'effrayait. Elle n'avait jamais monté à cheval de sa vie, mais elle comprenait la logique implacable de ce monde où la valeur d'un animal se mesurait à son utilité. L'après-midi s'écoula dans une succession d'interactions délicates. Amélie continua à parler doucement à Tonnerre, à lui lire des poèmes, à partager avec lui de longues périodes de silence habité. Progressivement, la distance entre eux se réduisit jusqu'à disparaître complètement. Ses mains pouvaient maintenant parcourir librement l'encolure puissante, démêler la crinière, effleurer les cicatrices qui témoignaient silencieusement des souffrances passées. Le crépuscule tombait sur Longchamp quand Moreau, visiblement ébranlé par la démonstration dont il avait été témoin, s'éloigna en marmonnant « Ce n'est qu'un tour de passe-passe, de l'hypnose peut-être. » Mais un jeune homme filmait toute la scène avec son téléphone portable et sourit. « Ce n'est pas un tour, monsieur. C'est une véritable connexion. Et d'ici demain, cette vidéo sera dans tout Paris. » La prédiction du jeune homme se réalisa bien plus rapidement qu'il ne l'avait imaginé. Avant même que le soleil ne se lève sur Paris, la vidéo montrant Amélie et Tonnerre avait commencé sa course folle à travers les réseaux sociaux. D'abord partagée dans des groupes équestres spécialisés, elle fut rapidement reprise par des comptes plus généralistes, accompagnés de commentaires enthousiastes et de hashtags accrocheurs. La susurreuse devint en quelques heures l'un des sujets les plus discutés sur les plateformes françaises. Amélie, qui avait passé une nouvelle nuit dans le box de Tonnerre, ignorait complètement ce phénomène. Ce fut Fatima qui la réveilla doucement, un sourire énigmatique aux lèvres. « Tu devrais venir voir », murmura-t-elle en tendant à Amélie une tasse de café fumant. Encore ensommeillée, Amélie suivit son amie jusqu'à l'entrée principale du hippodrome. Le spectacle qui l'y attendait la figea sur place. Une vingtaine de personnes se pressaient derrière les grilles, journalistes munis de caméras et de micros, curieux brandissant leurs téléphones, et même quelques militants arborant des pancartes en faveur du bien-être animal. « Mais qu'est-ce que... » balbutia-t-elle, incapable de terminer sa phrase. Pierre s'approcha, son vieux visage partagé entre l'inquiétude et une certaine excitation. « Plus de 500 000 vues en à peine 8 heures, » expliqua-t-il en lui montrant son téléphone. « Vous êtes célèbre, mademoiselle. » Sur l'écran défilaient les images saisissantes de la veille. Amélie chantant doucement, tandis que Tonnerre, les talons prétendument indomptables, inclinait sa tête massive vers elle dans un geste d'une grâce inattendue. « Je ne voulais pas... » commença Amélie, submergée par ce soudain changement de situation. « C'est trop tard, » intervint Claude qui venait de les rejoindre. « Toute la presse en parle, la susurreuse de Montmartre. C'est ainsi qu'il t'appelle. »« Montmartre » s'étonna Amélie. « Je n'ai jamais habité Montmartre. » Claude eut un petit rire embarrassé. « Montmartre sonne plus romantique pour les Français que Clichy-sous-Bois. Marketing, tu comprends ? Cette manipulation de son identité, cette appropriation de son histoire pour la rendre plus attrayante aux yeux du public, l'a mis profondément mal à l'aise. » Avant qu'elle puisse exprimer ce sentiment, le bruit caractéristique d'une voiture de luxe attira l'attention générale. La Bentley de Jean-Pierre Valmont franchit les grilles, dispersant la foule sur son passage. Le magnate en descendit, accompagné de deux hommes en costume sombre qui ressemblaient à des gardes du corps
et d'un troisième dont l'attaché-case suggérait la profession d'avocat. Son visage habituellement impassible était déformé par une colère à peine contenue. « Qui a autorisé cette exposition médiatique de mon cheval ?» tonna-t-il en avançant à grandes enjambées vers le directeur du hippodrome qui accourait, l'air paniqué. Une réunion d'urgence fut convoquée dans le bureau administratif. Amélie s'y retrouva convoquée, entourée d'hommes en costume qui parlèrent d'elle comme si elle n'était pas présente. Valmont arpentait la pièce comme un fauve en cage. « C'est inacceptable. Un animal qui m'a coûté 2 millions d'euros exposé sur Internet sans mon autorisation. Des journalistes qui spéculent sur son état de santé. Des activistes qui remettent en question mes méthodes d'élevage. » L'avocat prenait frénétiquement des notes, tandis que le directeur tentait maladroitement de calmer son prestigieux client. Amélie, assise dans un coin, se sentait comme une enfant convoquée dans le bureau du principal, invisible jusqu'à ce qu'arrive le moment de la punition. Puis, brusquement, l'attitude de Valmont changea. Un appel sur son téléphone sembla transformer complètement sa perspective. Il s'isola quelques minutes, puis revint avec une expression calculatrice qui inquiéta Amélie bien plus que sa colère précédente. « Le nombre de vues continue d'augmenter exponentiellement », annonça-t-il en rangeant son téléphone. « Mon directeur de communication pense que nous pourrions transformer cette situation imprévue en opportunité. » Il se tourna vers Amélie, la regardant véritablement pour la première fois. « Mademoiselle Dufresne, je dois reconnaître que votre approche non conventionnelle semble produire des résultats intéressants. » Ce revirement la déstabilisa complètement. « Je ne comprends pas. C'est pourtant simple, » poursuivit Valmont avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je vous propose un contrat. Vous continuez votre travail avec Tonnerre, mais officiellement, sous ma supervision et ma marque. Un salaire décent, des conditions de logement correctes, vous pourriez quitter votre appartement miteux de banlieue. » La proposition flotta dans l'air, lourde d'implications non dites. Amélie sentit un frisson désagréable parcourir sa colonne vertébrale. « Pourquoi ce changement soudain ?» demanda-t-elle avec une audace qui surprit tous les présents. « Il y a 3 jours, vous vouliez sacrifier Tonnerre. Qu'est-ce qui a changé à part la publicité ?» Une ombre passa sur le visage de Valmont. « Je vous conseille de surveiller votre ton, mademoiselle. Cette opportunité pourrait disparaître aussi vite qu'elle est apparue. »« J'ai besoin de temps pour réfléchir, » répondit Amélie, cherchant à gagner du temps. « Bien sûr, » concéda Valmont avec une fausse générosité. « Prenez jusqu'à demain matin. » Puis son masque de cordialité se fissura légèrement. « Sachez cependant que vous vous trouvez dans un établissement privé, mademoiselle. Je pourrais simplement vous en faire expulser. Et que deviendrait Tonnerre alors ?» La menace à peine voilée résonna dans la pièce comme un coup de tonnerre. Amélie comprit avec une clarté douloureuse qu'elle était piégée. Accepter signifiait perdre son indépendance et transformer sa connexion authentique avec Tonnerre en spectacle commercial. Refuser signifiait être séparée de lui, le laissant à la merci de Valmont. Elle quitta la réunion l'esprit en ébullition, le cœur lourd. Ses pas la menèrent automatiquement vers le box de Tonnerre. L'étalon perçut immédiatement son trouble. Ses oreilles se dressèrent, ses naseaux frémirent, et il émit un hennissement doux, presque interrogateur. « Je ne sais pas quoi faire », murmura-t-elle en s'effondrant sur la paille. Pour la première fois depuis leur rencontre, ce fut elle qui avait besoin de réconfort. Des larmes silencieuses coulèrent le long de ses joues, tandis qu'elle pesait les options impossibles qui s'offraient à elle. Tonnerre observa ce phénomène étrange, cette humaine habituellement si calme qui semblait maintenant aussi brisée qu'il l'avait été. Avec une délicatesse stupéfiante pour un animal de cette taille, il s'approcha et tendit son museau pour examiner les larmes qui mouillaient son visage. Ce geste, d'une curiosité presque enfantine, brisa quelque chose en Amélie. Elle tendit une main tremblante et, pour la première fois, Tonnerre lui permit de toucher l'intégralité de son corps, de l'encolure au flanc, révélant des cicatrices qu'elle n'avait pas encore vues. Témoignage silencieux d'années de maltraitance. « Qui t'a fait ça ?» murmura-t-elle en découvrant une marque particulièrement profonde près de sa cuisse. Pierre, qui l'avait suivi discrètement, lui apporta un seau d'eau fraîche et quelques herbes médicinales. « Pour nettoyer les anciennes blessures », expliqua-t-il simplement. « Certaines n'ont jamais été correctement soignées. » Avec une infinie douceur, Amélie commença à laver les cicatrices, parlant continuellement à Tonnerre d'une voix basse et mélodieuse.
lui promettant qu'il ne souffrirait plus jamais de telle cruauté. « Comment pourrais-je t'abandonner maintenant ?» chuchota-t-elle, plus pour elle-même que pour l'animal. L'après-midi était bien avancé quand une visiteuse inattendue se présenta aux écuries. Une femme d'une 50aine d'années, au port élégant mais sans ostentation, observait en silence l'interaction entre Amélie et Tonnerre. Ce fut Pierre qui la remarqua en premier. « Docteur Mercier », salua-t-il avec un respect évident. « Je ne savais pas que vous viendriez en personne. »« La vidéo m'a intrigué », répondit-elle simplement, son regard expert évaluant chaque détail de la scène. « Je voulais voir par moi-même. » Sophie Mercier, comme Pierre l'expliqua plus tard à Amélie, était l'une des plus éminentes vétérinaires équins de France et une militante respectée pour les droits des animaux. Sa présence discrète au hippodrome n'avait rien d'anodin. « Ce que vous faites est remarquable », déclara-t-elle après avoir observé pendant près d'1 heure. « Votre approche ressemble aux méthodes développées par quelques spécialistes avant-gardistes, mais avec une intuition naturelle que l'on ne peut pas enseigner. » Amélie, qui avait terminé de nettoyer les blessures de Tonnerre, se tourna vers la visiteuse. « Je ne fais rien d'extraordinaire. Je le traite simplement comme un être sensible qui mérite respect et patience. » « C'est précisément ce qui est extraordinaire, » sourit Sophie. « Dans ce milieu dominé par des considérations commerciales, traiter un animal comme un individu plutôt que comme un investissement est révolutionnaire. » Amélie hésita un instant, puis se confia sur la proposition, ou plutôt l'ultimatum de Valmont. Sophie écouta attentivement, son visage s'assombrissant progressivement. « Ce qu'il fait s'appelle de la coercition, » déclara-t-elle finalement. Et ses cicatrices sur Tonnerre. Elles racontent une histoire très différente de celle que Valmont présente publiquement sur ses méthodes d'élevage. Elle examina plus attentivement certaines des marques, prenant discrètement des photos avec son téléphone. Il existe des lois contre la maltraitance animale en France, mademoiselle Dufresne. Des lois que même des hommes aussi puissants que Valmont ne peuvent ignorer impunément. Une lueur d'espoir s'alluma dans les yeux d'Amélie. Vous pensez qu'il serait possible de... Je ne peux rien promettre, l'interrompit doucement Sophie. Mais avec ces preuves et le soutien public que vous avez déjà mobilisé sans le vouloir, nous pourrions constituer un dossier solide. Je connais d'excellents avocats spécialisés dans le droit animal qui accepteraient peut-être de vous aider pro bono. Cette conversation, qui ouvrait une perspective qu'Amélie n'avait pas osé envisager, fut brutalement interrompue par l'arrivée précipitée de Claude. Le jeune palefrenier était essoufflé, comme s'il avait couru à travers tout le hippodrome. « Amélie, Valmont vient d'annoncer à la presse une grande démonstration publique dans 2 jours, toi et Tonnerre comme attraction principale. Il dit qu'il a déjà vendu des billets et que tu as tout accepté. » Les mots de Claude résonnèrent dans les écuries comme une sentence. Amélie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Une démonstration publique? Des billets déjà vendus? Son consentement inventé de toutes pièces? « C'est impossible, » murmura-t-elle, cherchant désespérément dans les yeux de Sophie Mercier une solution qu'elle n'y trouva pas. « C'est malheureusement très possible, » répondit la vétérinaire en secouant doucement la tête. Valmont est passé maître dans l'art de créer des situations où les gens n'ont d'autre choix que de se plier à sa volonté. Claude tendit son téléphone où s'affichait le communiqué officiel. Démonstration exceptionnelle, la susurreuse de Montmartre et l'indomptable Tonnerre. Une histoire de rédemption. Le texte précisait que l'événement aurait lieu dans 48 heures exactement, que les bénéfices seraient partiellement reversés à des œuvres caritatives et que mademoiselle Dufresne était enthousiaste à l'idée de partager son don extraordinaire avec le public. « Il m'a piégé », constata Amélie avec une clarté douloureuse. « Si je refuse, je passe pour une égoïste qui prive des œuvres de charité de fond. Si j'accepte, je deviens sa marionnette. » Tonnerre, percevant sa détresse, s'approcha et poussa doucement son épaule de son museau velouté. Ce geste simple, empreint d'une compassion que beaucoup refuseraient de reconnaître chez un animal, lui donna la force de ne pas s'effondrer. Sophie et Pierre s'isolèrent pour discuter des options légales. L'horloge tournait désormais contre eux, les tribunaux français étaient notoirement lents, et une injonction d'urgence semblait peu probable face à l'armée d'avocats que Valmont pouvait déployer. « Nous préparons des mesures légales », expliqua Sophie en revenant vers Amélie. « Mais les tribunaux prennent du temps. Pour l'instant,
Nous devons gérer cette situation impossible. » Pendant les heures qui suivirent, le hippodrome se transforma en une fourmilière d'activités frénétiques. Des techniciens installaient des tribunes temporaires, des systèmes de sonorisation, des plateformes pour caméras. Cet établissement habituellement dédié aux courses se métamorphosait en théâtre où se jouerait bientôt le spectacle orchestré par Valmont. Amélie remarqua rapidement la présence d'hommes en civil aux allures de garde du corps, stratégiquement positionnés pour surveiller ses allées et venues. Ils ne l'abordaient jamais directement, mais leur message était clair. Elle était désormais prisonnière de cette mise en scène grotesque. « Il m'empêche de partir », confia-t-elle à Fatima lorsque celle-ci vint lui apporter un repas. « Si je m'éloigne trop des écuries, l'un d'eux me suit. Et si tu partais quand même ? Alors je perdrais Tonnerre pour toujours. » Elle caressa doucement l'encolure de l'étalon. « Je ne peux pas l'abandonner. Pas maintenant. » Les yeux de Fatima s'emplirent d'une compréhension douloureuse. « Nous avons l'habitude de ces choix impossibles, n'est-ce pas ? Dans nos pays d'origine comme ici. » Un système de soutien s'organisa spontanément autour d'Amélie. Les employés immigrés, habitués à contourner les systèmes qui les opprimaient, créèrent un réseau discret pour lui apporter nourriture, vêtements propres et informations. Malik réussissait toujours à distraire les gardes au moment opportun. Claude utilisait sa position privilégiée de Français respectable pour accéder à des zones normalement interdites et y recueillir des renseignements précieux. Pendant ce temps, Amélie se concentrait exclusivement sur Tonnerre. Si elle devait participer à cette mascarade, elle voulait au moins s'assurer que l'animal serait préparé au mieux pour affronter la foule, le bruit, les lumières, tout ce qui pourrait déclencher ses traumatismes passés. « Je ne sais pas comment te préparer à cela », lui confia-t-elle le soir, alors qu'ils étaient seuls dans le box. « Je ne sais même pas ce que Valmont attend exactement de nous. » Tonnerre la regardait avec cette intensité particulière qui donnait parfois l'impression troublante qu'il comprenait chaque mot. Il avait fait des progrès remarquables en si peu de temps, passant d'un animal considéré comme dangereux à un être capable de connexion et de confiance. Mais cette confiance restait fragile, limitée à Amélie seule. Comment réagirait-il face à des centaines de spectateurs ? Cette nuit-là, allongée sur sa couverture près de Tonnerre, Amélie prit une décision. « Quoi qu'il arrive demain, » murmura-t-elle en berbère, puis en français, « je te promets de ne jamais t'abandonner. » L'étalon, comme s'il scellait ce pacte, s'allongea délicatement à ses côtés, plus proche qu'il ne l'avait jamais été. À l'aube du jour fatidique, le hippodrome bourdonnait déjà d'activité. Les tribunes étaient montées, les barrières installées, les journalistes commençaient à arriver. Valmont lui-même donnait des interviews pompeuses, expliquant comment son œil pour les talents exceptionnels lui avait fait découvrir cette jeune prodige. Amélie fut conduite à un petit cagibi qui avait été sommairement transformé en loge. Une femme l'y attendait, tenant ce qui ressemblait à un costume de théâtre, une tunique brodée de motifs pseudo-berbères, des bijoux clinquants, un foulard orné de sequins. « Monsieur Valmont souhaite que vous portiez ceci pour la démonstration », annonça-t-elle d'un ton qui n'admettait pas de discussion. Amélie examina la tenue avec un mélange de dégoût et de chagrin. Cette caricature orientaliste n'avait rien à voir avec ses racines algériennes, rien à voir avec la réalité de son histoire. C'était un costume de l'étrangère exotique, conçu pour satisfaire l'imaginaire occidental. « J'entrerai avec mes propres vêtements, ou je n'entrerai pas », déclara-t-elle calmement. La femme parut décontenancée par ce refus direct. « Mais monsieur Valmont a spécifiquement... »« Mes vêtements ou rien », répéta Amélie en croisant les bras. Après un appel téléphonique tendu, la messagère repartit, visiblement contrariée. Amélie resta seule, tentant de calmer les battements affolés de son cœur. Elle sortit de sa poche le foulard rouge de sa mère, le seul accessoire qui comptait vraiment pour elle, et le noua soigneusement autour de son cou. À 11 heures précises, les tribunes étaient combles. Célébrités, critiques équestres, journalistes, curieux fortunés. Tous s'étaient oppressés pour assister au spectacle promis par Valmont. Des caméras de télévision étaient positionnées à des endroits stratégiques. L'événement était retransmis en direct sur plusieurs chaînes. Dans les coulisses improvisées, Amélie attendait, vêtue simplement de son jean usé, d'un chemisier blanc propre que Fatima lui avait apporté, et de son précieux foulard rouge.
Pierre et Sophie se tenaient à ses côtés, offrant un soutien silencieux. « N'oubliez pas, » murmura Sophie. « Quoi qu'il arrive là-bas, nous continuons à préparer l'action légale. Ceci n'est qu'une bataille, pas la guerre. » Un assistant vint les informer que le moment était venu. Valmont, impeccablement vêtu d'un costume sur mesure, montait déjà sur l'estrade centrale pour son discours d'introduction. « Mesdames et messieurs », résonna sa voix amplifiée, « c'est avec une immense fierté que je vous présente aujourd'hui une démonstration exceptionnelle du pouvoir de la patience et de la compréhension entre l'homme et l'animal. Ou devrais-je dire, entre la femme et l'animal. » Des rires polis accueillirent cette plaisanterie facile. Valmont poursuivit, se présentant habilement comme le mécène bienveillant qui avait découvert ce talent brut et lui offrait une plateforme. « Sans plus attendre, je vous présente la susurreuse de Montmartre et l'indomptable Tonnerre. » Un projecteur s'alluma, illuminant l'entrée de la piste. Le cœur d'Amélie battait si fort qu'elle craignait qu'il ne sorte de sa poitrine. Puis elle pensa à Tonnerre, à tout ce qu'il avait enduré, à la confiance fragile qu'ils avaient reconstruite jour après jour, et une étrange sérénité l'envahit. Elle traversa calmement l'entrée, seule d'abord. Une vague de murmures parcourut l'assistance. Elle ne correspondait visiblement pas à l'image exotique que beaucoup attendaient. Puis elle se tourna vers le box où Tonnerre attendait et l'appela doucement par son nom. Le silence se fit total lorsque le magnifique étalon noir apparut, marchant librement à ses côtés. Pas de licol, pas de longe, pas de contrainte d'aucune sorte. Juste un animal majestueux choisissant volontairement de suivre une humaine à travers une arène remplie de regards étrangers. Valmont, qui s'attendait visiblement à une entrée plus spectaculaire, sembla momentanément décontenancé. Son sourire se figea légèrement lorsqu'Amélie, au lieu de saluer le public ou d'exécuter quelques tours préparés, s'assit simplement au centre de la piste, sortit son petit livre de poèmes et commença à lire à voix basse. Tonnerre, plutôt que de rester immobile à ses côtés comme un accessoire bien dressé, entreprit d'explorer tranquillement l'espace, s'éloignant parfois, revenant vers elle, manifestant une liberté de mouvement qui contredisait tout ce que le public associait habituellement au dressage équin. Les minutes s'écoulèrent ainsi, dans un silence de plus en plus perplexe. Certains spectateurs commençaient à s'agiter, s'interrogeant sur ce spectacle minimaliste qui ne ressemblait en rien aux démonstrations équestres habituelles. Puis, progressivement, quelque chose de remarquable se produisit. Tonnerre, après avoir fait le tour complet de l'arène à son propre rythme, revint vers Amélie et choisit délibérément de s'allonger partiellement à ses côtés. Cette posture, profondément vulnérable pour un cheval, était un témoignage extraordinaire de la confiance établie. Amélie posa doucement sa main sur sa crinière, continuant sa lecture comme si rien d'exceptionnel ne se produisait, comme s'ils étaient seuls dans leur box et non observés par des centaines de personnes. Un silence presque religieux s'abattit sur l'assemblée. Même les plus cyniques ne pouvaient nier la puissance de ce qu'ils voyaient. Non pas un animal dompté par la force ou la contrainte, mais un être choisissant librement la proximité et la confiance. Valmont, comprenant que son spectacle grandiose tournait à la démonstration philosophique, tentait désespérément de reprendre le contrôle de la narration. « Mesdames et messieurs, » intervint-il au microphone, « vous assistez à la première phase du processus de dressage. Bientôt, nous passerons aux exercices plus avancés. » Mais personne ne l'écoutait plus. Tous les regards étaient rivés sur cette scène improbable. Une jeune femme lisant paisiblement de la poésie à un cheval qui aurait dû être indomptable, dans une bulle de sérénité qui semblait imperméable au chaos du monde extérieur. Les applaudissements commencèrent spontanément, d'abord timides, puis de plus en plus nourris, jusqu'à devenir une ovation debout. Des gens qui avaient payé pour voir un spectacle sensationnel saluaient paradoxalement l'absence même de spectacle, la simple vérité d'une connexion authentique. C'est à ce moment précis que Sophie Mercier s'approcha discrètement d'un groupe de journalistes stratégiquement positionnés et déclara d'une voix claire « Ce que vous venez de voir n'est pas seulement une démonstration de connexion animale. C'est le résultat d'une jeune réfugiée pratiquement maintenue prisonnière pour ce spectacle, et d'un cheval qui porte les cicatrices d'années d'abus sous la propriété de Jean-Pierre Valmont. Des cicatrices que nous sommes prêts à documenter publiquement ici même. » Les mots de Sophie résonnèrent dans l'arène comme un coup de tonnerre. Les journalistes, d'abord stupéfaits, se précipitèrent vers elle, tandis que Valmont, le visage déformé par la fureur, descendait précipitamment de l'estrade.
Amélie, toujours assise près de Tonnerre, observait la scène avec un mélange d'appréhension et d'espoir inattendu. « Ces accusations sont totalement absurdes », hurla Valmont en fendant la foule pour rejoindre Sophie. « Cet animal est arrivé dans cet état entre mes mains. Je l'ai acheté ainsi. » Sophie, imperturbable, sortit son téléphone et montra au journaliste les photos qu'elle avait prises des cicatrices de Tonnerre. Ces marques racontent une histoire différente, monsieur Valmont. Les fractures mal ressoudées, les traces de cravache systématiques, les lésions caractéristiques de privation d'eau. Tout cela s'est produit sous votre propriété, comme en témoignent vos propres registres vétérinaires. Le chaos s'intensifia quand les spectateurs commencèrent à quitter les tribunes pour se rapprocher du centre de l'arène, smartphones à la main, capturant chaque instant de cette confrontation impromptue. Tonnerre, sentant la tension monter, se redressa brusquement. Amélie posa immédiatement une main apaisante sur son encolure. « Tout va bien », murmura-t-elle. « Je suis là. » Moins d'une heure plus tard, 2 véhicules officiels du ministère de l'Agriculture franchissaient les portes du hippodrome. Des inspecteurs en uniforme, accompagnés d'un vétérinaire assermenté, se dirigèrent vers l'arène où la confusion régnait toujours. « Je suis l'inspecteur Moreau », annonça l'homme qui semblait diriger le groupe. « Nous avons reçu des allégations sérieuses concernant de possibles infractions à la législation sur le bien-être animal. Nous sommes ici pour examiner l'animal et les documents associés. » Valmont, entouré de ses avocats arrivés en urgence, tentait désespérément de reprendre le contrôle de la situation. « C'est une mascarade orchestrée par des activistes. Mon équipe juridique va déposer des plaintes pour diffamation contre tous les responsables. » Mais sa position s'affaiblissait à vue d'œil. Dans le sillage de la déclaration publique de Sophie, d'anciens employés des écuries de Valmont commençaient à se manifester. Un ancien palefrenier normand, contacté par téléphone par un journaliste, confirmait en direct avoir reçu des ordres explicites d'utiliser tous les moyens nécessaires pour briser la résistance des chevaux difficiles. Une réunion tendue s'organisa dans le bureau administratif du hippodrome. Valmont et ses avocats d'un côté, Sophie, Pierre et les inspecteurs de l'autre. Amélie, pendant ce temps, était autorisée à rester auprès de Tonnerre, qui avait été reconduit à son box, loin de l'agitation. « Il déteste le conflit », expliqua-t-elle à l'inspecteur vétérinaire qui l'accompagnait pour examiner l'animal. Chaque cri, chaque tension lui rappelle probablement ses traumatismes. L'homme observa attentivement comment Tonnerre, pourtant visiblement stressé, acceptait sa présence tant qu'Amélie restait à ses côtés. « C'est remarquable », admit-il. « J'ai rarement vu une telle connexion se développer en si peu de temps, surtout avec un animal ayant subi des traumatismes. » Pendant que l'enquête officielle commençait à se mettre en place, Pierre rejoignit Amélie au box, le visage grave, mais les yeux brillants d'une détermination nouvelle. « J'ai quelque chose à vous montrer », dit-il en sortant des documents de sa sacoche. « Ce sont des copies de dossiers que j'ai, disons, empruntés au bureau administratif, les plans de Valmont pour Tonnerre. » Amélie parcourut les papiers et sentit son cœur se serrer. Il prévoyait de le vendre à Dubaï. Exactement, dès que cette farce publicitaire serait terminée et que l'attention médiatique se serait dissipée. Tous ses discours sur la réhabilitation n'étaient qu'un écran de fumée. Il avait déjà entamé les négociations avec un acheteur des Émirats. Cette révélation renforça la détermination d'Amélie. Ce n'était plus seulement une question de sauver Tonnerre des maltraitances passées, mais aussi de lui éviter un avenir incertain à l'autre bout du monde. Les jours suivants transformèrent complètement la vie tranquille du hippodrome. Des journalistes campaient pratiquement aux portes, espérant capturer de nouvelles images de « la susurreuse et son étalon miraculé ». Des chaînes de télévision proposèrent des contrats d'exclusivité. Une maison d'édition contacta Amélie pour un potentiel livre sur son don extraordinaire. « Comment vous sentez-vous d'être devenu le nouveau visage de la protection animale en France ?» lui demanda une journaliste qui avait réussi à l'intercepter alors qu'elle se rendait aux écuries. « Allez-vous accepter l'offre de Netflix pour un documentaire ?»« Je ne suis pas intéressée par la célébrité », répondit simplement Amélie, mal à l'aise face à cette attention soudaine. « Je suis ici uniquement pour le bien-être de Tonnerre et d'autres animaux maltraités. » Dans le box, loin des caméras et du tumulte, Amélie trouvait un refuge précieux. Épuisée par les interrogatoires incessants, les déclarations officielles et la pression médiatique, elle s'effondra un soir en larmes contre la paroi de bois. La tension accumulée, l'incertitude de l'avenir,
La peur de perdre Tonnerre, malgré tous leurs efforts. Tout cela la submergea d'un coup. À sa grande surprise, Tonnerre s'approcha doucement et poussa légèrement son épaule de son museau velouté, comme pour lui offrir le même réconfort qu'elle lui avait si souvent procuré. Ce geste simple, cette inversion des rôles où l'animal devenait le consolateur, brisa quelque chose en elle. Ses larmes redoublèrent, mais elles étaient désormais teintées d'une gratitude immense. « Tu comprends tout, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle en essuyant ses joues. « Tu as toujours compris. » Sophie, qui gérait désormais les aspects légaux de l'affaire, vint la trouver avec des nouvelles mitigées. Tonnerre restera sous custodie protectrice jusqu'à la résolution complète du cas, expliqua-t-elle. La bonne nouvelle est que vous pouvez continuer à vous occuper de lui ici. La moins bonne est que ces procédures peuvent prendre des mois. Des mois ? La perspective de vivre si longtemps dans ce limbe, dormant dans un box d'écurie, était décourageante. Je sais que ce n'est pas idéal, admit Sophie. Mais c'est le mieux que nous puissions obtenir pour l'instant. Valmont a des connexions puissantes, même si son image publique est sérieusement entamée. Une semaine après la démonstration publique, alors que la frénésie médiatique commençait à peine à s'apaiser, Amélie prit une décision importante. Tonnerre n'avait pas quitté son box depuis l'événement, et elle sentait qu'il avait besoin d'espace, d'air frais, de mouvement. « Il y a un petit paddock à l'arrière, loin des caméras », suggéra Pierre, lorsqu'elle lui fit part de son idée. « Personne ne vous dérangera là-bas. » Ce matin-là, pour la première fois depuis son arrivée à Longchamp, Tonnerre sortit dans un espace ouvert. Amélie observa avec émotion comment l'étalon, d'abord hésitant au seuil du box, huma profondément l'air frais, ses naseaux frémissant à la multitude d'odeurs nouvelles. Ses premiers pas dans le paddock furent prudents, comme s'il n'osait pas croire à cette liberté soudaine. Puis, progressivement, son allure se détendit. Il explora l'espace, s'arrêtant pour brouter l'herbe fraîche, levant parfois la tête pour observer les nuages qui défilaient dans le ciel parisien. Amélie resta à distance, lui laissant l'espace nécessaire pour redécouvrir ses sensations oubliées. Après une vingtaine de minutes, elle s'approcha doucement et s'assit simplement sur l'herbe, son livre de poèmes à la main. Ce qui se produisit alors dépassa toutes ses espérances. Tonnerre s'approcha d'elle et, après l'avoir observée un moment, s'abaissa légèrement dans une invitation silencieuse mais claire. Amélie se figea, comprenant ce qu'il lui offrait mais hésitant à franchir ce pas. « Tu es sûr ?» murmura-t-elle, se sentant presque ridicule de poser une telle question à un cheval. Pour toute réponse, Tonnerre resta dans cette position d'attente, parfaitement immobile. Avec une lenteur délibérée, Amélie se releva et s'approcha de son flanc. Elle lui chuchota quelques mots à l'oreille, puis, dans un mouvement fluide qui semblait provenir d'une mémoire ancestrale qu'elle ne se connaissait pas, elle monta sur son dos. Le contact était électrisant, la chaleur du corps puissant sous elle, le léger mouvement de sa respiration, la sensation vertigineuse de hauteur. Aucune selle, aucun mort, aucun équipement. Juste une confiance absolue entre deux êtres. Tonnerre resta parfaitement immobile quelques instants, comme pour lui permettre de s'habituer à cette nouvelle position, puis commença à marcher doucement, prudemment, attentif au moindre signal de son corps. « Mon Dieu !» souffla Pierre qui observait la scène à distance. Des larmes coulaient librement sur son visage ridé. « En 40 ans, je n'ai jamais rien vu de tel. » Il sortit discrètement son téléphone et captura ce moment extraordinaire, non pas pour les réseaux sociaux ou la presse, mais comme témoignage d'une vérité que le monde équestre traditionnel refusait trop souvent de reconnaître, la supériorité de la confiance sur la contrainte. « Ceci n'est pas seulement beau », murmura-t-il pour lui-même. « C'est une preuve scientifique que les méthodes non violentes fonctionnent mieux que la coercition. » Le soir venu, épuisée mais profondément sereine après cette journée mémorable, Amélie s'endormit rapidement sur sa couverture dans le box qu'elle partageait désormais officiellement avec Tonnerre. Leur lien avait franchi une étape décisive, non pas celle de la domination humaine sur l'animal, mais celle d'un partenariat librement consenti. Son sommeil paisible fut brutalement interrompu par l'arrivée précipitée de Claude. Le jeune palefrenier entra dans le box, essoufflé et visiblement agité. « Amélie, réveille-toi. Valmont a soudoyé quelqu'un au ministère. Je viens d'entendre son avocat au téléphone. »
Demain matin, ils viendront avec un ordre pour récupérer Tonnerre et le transférer immédiatement dans une propriété à l'étranger avant que l'affaire ne soit jugée. » Les mots de Claude résonnèrent comme une sentence dans l'esprit d'Amélie. Elle se redressa brusquement, encore engourdie par le sommeil, mais l'esprit soudain parfaitement alerte. « Tu es certain de ce que tu as entendu ?» demanda-t-elle, scrutant le visage tendu du jeune palefrenier. « Absolument. » L'avocat parlait d'un transfert immédiat vers l'Espagne, puis les Émirats. Ils ont obtenu une autorisation spéciale pour le déplacer malgré la procédure en cours. Quelqu'un a été grassement payé au ministère. Amélie se tourna vers Tonnerre qui, réveillé par cette intrusion nocturne, observait la scène avec attention, ses oreilles dressées captant l'urgence dans leur voix. Dans l'obscurité du box, ses yeux brillaient d'une intelligence que tant d'humains refusaient de reconnaître. « Combien de temps avons-nous » demanda-t-elle en se levant, rassemblant déjà ses maigres possessions. Ils arrivent à 6 heures du matin avec les papiers et un van de transport. Son cœur se serra. Moins de 5 heures. 5 heures pour prendre la décision la plus folle de sa vie. « Va chercher Pierre », ordonna-t-elle à Claude. « Et Fatima, si elle est encore là. Nous devons parler, maintenant. » 20 minutes plus tard, une réunion d'urgence se tenait dans la pénombre des écuries. Pierre, visiblement épuisé mais déterminé, était arrivé en pyjama sous son manteau. Fatima les avait rejoints, ainsi que Malik et 2 autres employés en qui Amélie avait confiance. « C'est de la folie pure », murmura Pierre après qu'Amélie eut exposé son plan désespéré. « Si vous êtes arrêté, c'est la prison pour vol de biens de valeur. »« Ce n'est pas un vol », répliqua-t-elle avec une intensité tranquille. « C'est un sauvetage. Vous avez vu ses cicatrices. Vous savez ce qui l'attend s'il retourne chez Valmont ou s'il est vendu à l'étranger. » Un silence pesant s'installa, chacun mesurant les risques énormes du plan qu'elle venait d'exposer, faire sortir clandestinement Tonnerre du hippodrome cette nuit même, traverser Paris jusqu'au sanctuaire animal que Sophie Mercier avait mentionné en périphérie. « Je vais t'aider », déclara finalement Claude, brisant le silence. « Je connais les codes des portails arrière. »« Moi aussi », ajouta Fatima. « J'ai préparé un sac avec de la nourriture et une carte. » Malik hocha simplement la tête, sa décision prise sans besoin de mots. Pierre semblait déchiré, son visage ridé reflétant le conflit intérieur qui l'agitait. « J'ai passé toute ma carrière à respecter les règles, » dit-il enfin. « Mais parfois, les règles protègent les puissants, pas les vulnérables. » Il sortit de sa sacoche une enveloppe épaisse. « Voici tous les dossiers médicaux, les preuves de maltraitance, mes rapports officiels et officieux. Prenez-les avec vous. Ce sont notre seule chance légale. » Minuit sonnait quand ils mirent leur plan en action. La pluie s'était mise à tomber, d'abord fine puis de plus en plus dense, créant un rideau liquide qui les aiderait à dissimuler leur fuite. Malik et 2 collègues avaient organisé une diversion parfaite, un prétendu problème électrique dans les écuries nord qui mobiliserait le gardien de nuit pendant précisément 12 minutes. Amélie se tenait maintenant face à Tonnerre dans leur box, le cœur battant à tout rompre. Elle avait noué son foulard rouge autour de son cou, le seul héritage de sa mère, son talisman personnel. « Nous allons devoir être très courageux cette nuit », murmura-t-elle en berbère, puis en français, plongeant son regard dans les yeux profonds de l'étalon. « Je vais te demander de me faire confiance comme jamais auparavant, et je te promets de te mener en lieu sûr, quoi qu'il arrive. » Tonnerre la fixait intensément, comme s'il pesait chaque mot. Il frémit légèrement lorsqu'elle approcha une fine corde qu'elle enroula délicatement autour de son encolure. Pas un licol contraignant, juste un guide léger, un lien symbolique entre eux. Claude apparut à la porte du box, trempé mais déterminé. C'est le moment. Le garde est occupé à l'autre bout du site. Avec une lenteur délibérée, Amélie guida Tonnerre hors du box, puis à travers les couloirs familiers des écuries. Chaque pas résonnait comme un battement de cœur, chaque bruit extérieur les figeait dans l'attente. L'étalon, miraculeusement, semblait comprendre l'importance du silence. Il avançait avec une précaution presque féline, ses sabots touchant le sol avec une délicatesse surprenante pour un animal de cette taille. La sortie arrière du hippodrome n'était plus qu'à 20 mètres quand Fatima surgit de l'ombre, tendant à Amélie un petit sac imperméable. « La carte, de l'argent, de la nourriture », expliqua-t-elle rapidement. Puis,
Elle sortit le foulard rouge du cou d'Amélie, l'embrassa et le lui rendit. « Pour te porter chance, Habibi. » L'instant était venu. Claude déverrouilla le portail de service, révélant une ruelle sombre au-delà. La pluie tombait maintenant en trombe, un rideau d'eau qui effaçait les contours de la ville. « Le sanctuaire est à 20 kilomètres au nord-est », rappela Pierre, qui les avait rejoints, tremblant d'émotion ou de froid. « Sophie vous y attend, elle a été prévenue. » Amélie hocha la tête, incapable de parler tant l'émotion lui serrait la gorge. Elle caressa doucement l'encolure de Tonnerre, lui murmurant quelques mots à l'oreille. Puis, dans un mouvement fluide qui semblait provenir d'une mémoire ancestrale, se hissa sur son dos. « Bonne chance !» souffla Claude en ouvrant grand le portail. Ils s'élancèrent dans la nuit pluvieuse, silhouette sombre se fondant rapidement dans l'obscurité. Amélie, ses cheveux et son foulard rouge fouettés par le vent et la pluie, se pencha sur l'encolure de Tonnerre. Elle n'avait jamais monté dans les rues d'une ville, et lui n'avait connu que des carrières d'entraînement et des boxes depuis des années. Pourtant, une intelligence commune semblait les guider, comme si chacun complétait l'autre dans cette fuite désespérée. Les rues désertes de Boulogne-Billancourt défilaient autour d'eux. Amélie avait mémorisé l'itinéraire, évitant soigneusement les avenues principales pour emprunter des rues secondaires moins fréquentées. Les rares noctambules qui croisaient leur chemin s'écartaient avec des expressions ahuries. L'apparition de ce cheval magnifique et de cette cavalière aux cheveux trempés tenant un simple foulard rouge semblait tout droit sorti d'un rêve. Ils venaient de traverser le bois de Boulogne quand Amélie perçut le bruit caractéristique d'un moteur puissant derrière eux. Un frisson glacé parcourut son échine. Ce n'était pas le hasard. Les phares d'une voiture balayèrent soudain les arbres autour d'eux, se rapprochant inexorablement. « Les hommes de Valmont », réalisa-t-elle avec un sentiment de panique montante. « Ils ont découvert notre fuite. » Sans hésiter, elle dirigea Tonnerre vers les profondeurs plus sombres du parc. L'étalon, percevant son urgence, accéléra immédiatement, passant du trot au galop avec une fluidité impressionnante. La connexion entre eux atteignait maintenant un niveau presque surnaturel. Amélie n'avait pas besoin de rênes pour le guider. Ses jambes et le poids de son corps suffisaient à communiquer ses intentions. Ils galopaient entre les arbres, la pluie cinglant leurs visages, les branches basses les fouettant au passage. Les phares de la voiture apparaissaient et disparaissaient derrière eux, leurs poursuivants tentant visiblement de les repérer malgré la végétation dense et l'obscurité. Émergeant finalement du bois de Boulogne près de la porte Maillot, Amélie prit une décision audacieuse. Au lieu de continuer vers le nord en périphérie comme prévu initialement, elle dirigea Tonnerre vers le cœur de Paris. « Ils ne s'attendront pas à ce que nous traversions la ville », murmura-t-elle à l'oreille de l'étalon. Leur course les mena le long des avenues parisiennes désertes, à cette heure tardive, leurs silhouettes se reflétant dans les vitrines éteintes des boutiques de luxe. Quelques taxis les dépassaient, leurs chauffeurs incrédules ralentissant pour mieux observer cette apparition surréaliste. Au parc Monceau, Amélie fit une pause brève, permettant à Tonnerre de reprendre son souffle. L'animal n'était pas habitué à de tels efforts après des mois d'enfermement, mais son endurance naturelle et peut-être l'adrénaline de cette aventure semblaient lui donner des forces insoupçonnées. La pluie avait cessé, laissant place à une brume légère qui enveloppait les rues d'un voile fantasmagorique. C'est alors qu'Amélie les vit, deux SUV noirs qui s'approchaient lentement, leurs phares balayant méthodiquement les allées du parc. « Ils nous ont retrouvés », chuchota-t-elle. Sans attendre, elle guida Tonnerre vers la sortie opposée du parc, puis s'engagea dans un dédale de petites rues du 8e arrondissement. La confiance entre eux était maintenant totale. L'étalon répondait au moindre ajustement de son corps, comme s'ils partageaient une même conscience. Leurs poursuivants, handicapés par leur véhicule dans ces ruelles étroites, perdaient progressivement du terrain. Amélie en profita pour se diriger vers la Seine, sachant que les quais leur offriraient un passage plus direct vers l'est de la ville. Lorsqu'ils atteignirent le fleuve près du Grand Palais, un spectacle inattendu s'offrit à eux. Paris, la ville lumière, étendait ses reflets tremblotants sur l'eau noire. Même dans l'urgence de leur fuite, la beauté du moment les frappa tous deux. Tonnerre s'arrêta brièvement, ses naseaux frémissants, contemplant ce panorama que peu de chevaux avaient eu le privilège d'admirer. Des Parisiens noctambules les observaient avec stupéfaction,
certains sortant leur téléphone pour immortaliser cette apparition improbable. « C'est la fille de la télé », entendit-elle quelqu'un murmurer. « Celle qui parle aux chevaux. » Ils longèrent les quais au petit galop, l'éclairage tamisé des réverbères créant un jeu d'ombres et de lumière sur la robe noire luisante de Tonnerre. Amélie savait qu'ils ne pouvaient pas rester longtemps à découvert ainsi. Les ponts de Paris n'autorisaient pas le passage des chevaux, mais ils n'avaient pas le choix. Au loin, les phares des véhicules qui les poursuivaient réapparurent, se rapprochant inexorablement. Une décision cruciale s'imposait. « La Pont des Arts », décida-t-elle, guidant Tonnerre vers la célèbre passerelle piétonne. C'était un pari risqué. Le pont étroit était interdit aux chevaux, et sa structure métallique pouvait effrayer Tonnerre. Mais c'était aussi leur meilleure chance de traverser le fleuve sans emprunter les grands ponts surveillés. Ils s'engagèrent sur la passerelle. Tonnerre avançant prudemment sur le plancher inhabituel qui résonnait sous ses sabots. Quelques promeneurs tardifs s'écartèrent avec des exclamations de surprise. Ils avaient presque atteint le milieu du pont quand Amélie aperçut avec horreur des silhouettes qui s'approchaient des deux côtés. Les hommes de Valmont avaient anticipé leurs mouvements et les attendaient aux extrémités de la passerelle. « Nous sommes piégés », réalisa-t-elle, son cœur se serrant douloureusement. Tonnerre s'immobilisa, percevant son désarroi. Ils se tenèrent là, au milieu du pont, encerclés, le fleuve noir coulant silencieusement sous eux. C'est alors qu'un phénomène extraordinaire se produisit. Les promeneurs présents sur le pont, étudiants, touristes, amoureux noctambules, commencèrent à se regrouper autour d'eux, formant spontanément une barrière humaine. « Laissez-les passer !» cria un jeune homme à l'attention des hommes en noir qui approchaient. « Vous êtes du mauvais côté de l'histoire. » C'est la susurreuse, reconnut une femme, celle qui a dénoncé les maltraitances de Valmont. La vidéo de la démonstration et les révélations qui avaient suivi étaient visiblement parvenues jusqu'à eux. Sans concertation préalable, ces inconnus s'organisaient pour protéger leur fuite, bloquant physiquement les hommes de main qui tentèrent d'avancer. « Allez-y !» lui cria un étudiant. « Nous les retiendrons. » Amélie n'hésita pas. D'une légère pression des jambes, elle encouragea Tonnerre à avancer. L'étalon se fraya un chemin à travers la foule improvisée qui s'écartait pour les laisser passer tout en continuant à bloquer leurs poursuivants. Ils atteignirent l'autre rive sous les acclamations de leurs protecteurs inattendus, puis s'élancèrent vers l'est de Paris, profitant de ce répit providentiel pour distancer définitivement leurs poursuivants. Les heures suivantes se fondirent en une course contre la montre à travers les faubourgs endormis, puis la banlieue est, suivant la carte que Fatima leur avait préparée. Amélie et Tonnerre ne formaient plus qu'une seule entité, se déplaçant en harmonie parfaite malgré l'épuisement qui les gagnait tous deux. L'aube pointait à peine lorsqu'ils aperçurent enfin les contours du sanctuaire animal niché dans un vallon boisé. Sophie Mercier les attendait à l'entrée, accompagnée de plusieurs soigneurs. Leurs visages reflétaient un mélange d'inquiétude et d'admiration. Amélie glissa doucement du dos de Tonnerre, ses jambes cédant presque sous elle après des heures de tension et d'effort. Sophie s'avança pour la soutenir, tandis que l'étalon, épuisé mais digne, observait avec curiosité ce nouvel environnement où d'autres animaux rescapés les accueillaient de loin. « Vous avez réussi l'impossible », murmura Sophie en l'aidant à s'asseoir sur un banc. Traverser tout Paris à cheval, en pleine nuit, poursuivi par les hommes de Valmont, c'est à peine croyable. Amélie allait répondre quand son attention fut attirée par une voiture qui s'approchait du sanctuaire. Son cœur fit un bond. Était-il encore poursuivi ? Sophie suivit son regard et sourit avec une tranquillité rassurante. « N'ayez crainte. C'est Dr Leila Benali, l'avocate la plus redoutée du tribunal des droits animaux de Paris. Et elle vient d'accepter de défendre notre cause pro bono après avoir suivi votre traversée nocturne qui, grâce à des dizaines de Parisiens armés de smartphones, est devenue virale en temps réel. » L'affaire Tonnerre contre Valmont débuta dans une salle d'audience austère du tribunal de grande instance de Paris, 3 semaines après la fuite spectaculaire d'Amélie et Tonnerre à travers la capitale. Ce qui aurait pu rester une simple dispute sur la propriété d'un cheval s'était transformé en un cas juridique sans précédent qui captivait l'opinion publique française. Le contraste visuel était saisissant. D'un côté, l'armée d'avocats en costume impeccable représentant Valmont, leurs serviettes en cuir italien posées sur des tables en acajou. De l'autre, Amélie dans une simple robe bleue empruntée, entourée de Sophie Mercier et du docteur Leila Benali,
dont la réputation d'intégrité compensait largement l'absence d'une équipe nombreuse. La défense appelle à présenter les preuves documentaires, annonça le juge Fontaine, un homme austère aux tempes grisonnantes. Dr Ben-Ali s'avança avec une assurance tranquille. Sur un écran géant apparurent les images des cicatrices de Tonnerre, chaque marque soigneusement documentée, datée, expliquée. Des radiographies révélèrent des fractures mal ressoudées aux membres antérieurs. Des diagrammes montraient les lésions caractéristiques de privation d'eau et de nourriture. « Ce que vous voyez, » expliqua Dr Ben-Ali de sa voix claire qui portait sans jamais s'élever, « n'est pas le résultat d'accidents aléatoires, mais d'un système délibéré de dressage par la souffrance. » Le public dans la salle frémit lorsque des vidéos de surveillance, obtenues des écuries normandes de Valmont par un ancien employé repenti, montrèrent des scènes de brutalité quotidienne envers plusieurs chevaux. Pierre Lemaître témoigna ensuite, sa voix parfois tremblante d'émotion mais jamais d'incertitude. « En 40 ans de pratique vétérinaire, j'ai appris à reconnaître les signes de maltraitance systématique. Les blessures de Tonnerre racontent une histoire cohérente de cruauté délibérée. » D'anciens employés des écuries Valmont se succédèrent à la barre, certains visiblement nerveux, d'autres portés par une indignation trop longtemps contenue. « Monsieur Valmont nous ordonnait explicitement d'utiliser la force pour briser les chevaux récalcitrants », témoigna un ancien palefrenier normand. Il disait que la douleur était le seul langage que ces animaux comprenaient vraiment. Pendant les 3 mois que dura la procédure, Tonnerre resta au sanctuaire animal, où Amélie vivait désormais dans une petite chambre attenante aux écuries. Chaque jour, elle établissait une routine apaisante pour les talons. Lecture matinale, promenade tranquille l'après-midi, moment de silence partagé au crépuscule. Progressivement, les blessures invisibles commençaient à cicatriser, tout comme les plaies physiques. Le sanctuaire accueillait régulièrement des visiteurs. Vétérinaires, étudiant cette réhabilitation extraordinaire, écoles venant sensibiliser les enfants au bien-être animal, journalistes couvrant ce qui était devenu une affaire nationale. « Comment faites-vous » lui demandait-on invariablement lorsqu'il voyait Tonnerre, autrefois considéré comme dangereux, accepter tranquillement la présence d'étrangers à distance respectueuse. « Je ne lui ai rien appris » répondait simplement Amélie. « Je lui ai seulement montré qu'un autre type de relation était possible. » À l'extérieur du tribunal, après chaque session, les journalistes l'assaillaient de questions. Comment est-ce de lutter contre l'un des hommes les plus puissants de France? Amélie, mal à l'aise sous les projecteurs, s'efforçait de rediriger l'attention. Ce procès ne concerne pas M. Valmont ou moi-même. Il s'agit de reconnaître qu'un être vivant n'est pas simplement une propriété qu'on peut maltraiter impunément. Sa réserve naturelle et son refus de personnaliser le conflit lui attirèrent une sympathie croissante. Sans le chercher, elle devint porte-parole de 2 causes, les droits animaux et la dignité des immigrés. Des jeunes issus de l'immigration se reconnaissaient dans cette femme qui, comme eux, avait dû prouver sa valeur dans un système conçu pour l'ignorer. « Tu nous représentes tous », lui confia un jour Fatima lors d'une visite au sanctuaire. « Quand il te regarde, parler au tribunal avec ta voix douce mais inébranlable, il voit enfin ce que nous pouvons être quand on nous donne simplement une chance. » Un moment particulièrement émouvant survint lorsqu'une école primaire de Clichy-sous-Bois, le quartier même où Amélie avait vécu, organisa une visite au sanctuaire. Les enfants, majoritairement issus de familles immigrées, observaient avec des yeux émerveillés comment Tonnerre, cet animal imposant et autrefois craint, acceptait doucement les carottes de leurs petites mains tremblantes. « Il était triste comme moi avant », expliqua un petit garçon syrien après avoir nourri les talons. « Maintenant, il n'a plus peur. » À la 7e semaine du procès, Valmont tenta une dernière manœuvre. Par l'intermédiaire de ses avocats, il proposa un arrangement, une donation substantielle à plusieurs organisations de protection animale en échange de l'abandon des poursuites et de la restitution de Tonnerre. « C'est une offre généreuse », commenta l'un des juges lors d'une audience à huis clos. « Beaucoup d'animaux pourraient être aidés avec cette somme. » Amélie, assise entre Sophie et Dr Ben-Ali, sentit le piège se refermer. L'offre était conçue pour la faire paraître égoïste si elle refusait. Elle inspira profondément, cherchant les mots justes. « Ceci n'est pas une question d'argent », déclara-t-elle avec une fermeté tranquille. « C'est une question de justice et de reconnaissance qu'un animal n'est pas simplement un bien matériel.
Accepter cette offre reviendrait à dire que la souffrance peut être effacée par l'argent, et que la maltraitance est acceptable pour ceux qui peuvent payer ensuite. Le jour du verdict, la salle d'audience était comble. Des activistes attendaient dehors avec des pancartes, tandis que les chaînes d'information retransmettaient en direct. Amélie, assise très droite malgré sa fatigue, sentit le poids de ce moment historique. Lorsque le juge principal se leva pour rendre la décision, un silence absolu tomba sur l'assistance. Dans l'affaire Tonnerre contre Valmont, ce tribunal reconnaît que les preuves documentées d'abus constituent une base légale pour la cessation permanente des droits de propriété du défendeur sur l'animal en question. Un murmure parcourut la salle, enflant jusqu'à devenir une vague d'applaudissements que les huissiers peinèrent à contenir. En outre, poursuivit le juge quand le calme fut rétabli, la Cour ordonne une amende de 300 000 € pour cruauté envers les animaux et renvoie l'affaire au procureur pour enquête complémentaire concernant d'autres cas similaires dans les propriétés du défendeur. Ce n'était pas seulement une victoire pour Tonnerre, c'était un précédent juridique qui reconnaissait qu'un animal pouvait être plus qu'une simple propriété aux yeux de la loi française. Quand Amélie retourna au sanctuaire ce soir-là, Tonnerre l'accueillit avec ce hennissement doux qu'il réservait uniquement à elle. Comme s'il avait senti que quelque chose d'important s'était produit, il pressa son museau contre son épaule plus longtemps que d'habitude. « Tu es libre maintenant », murmura-t-elle. « Vraiment libre. » Un an plus tard, les collines verdoyantes de la Provence abritaient un lieu unique en France. Le sanctuaire Tonnerre du Frêne avait ouvert ses portes dans un ancien haras abandonné, transformé grâce au soutien financier de la Société française de bien-être animal et aux donations publiques suscitées par l'affaire médiatisée. Amélie, désormais étudiante en première année de médecine vétérinaire à l'université d'Aix-en-Provence, partageait son temps entre ses études et le sanctuaire. Sous sa direction, l'établissement accueillait des chevaux traumatisés et des jeunes en situation de vulnérabilité, créant des rencontres qui transformaient les deux parties. « Ce que nous faisons ici n'est pas magique », expliquait-elle souvent au groupe d'étudiants et de professionnels qui venaient apprendre sa méthodologie. C'est simplement reconnaître que le langage du respect est universel. Ces chevaux n'avaient pas besoin d'être domptés, ils avaient besoin d'être écoutés. Sa méthode, désormais formalisée dans un programme éducatif, attirait l'attention internationale. Des spécialistes venaient du monde entier pour observer comment des animaux considérés comme irrécupérables s'épanouissaient sous ces soins patients. Tonnerre, autrefois l'emblème de la souffrance équine, était devenu le symbole vivant du sanctuaire. L'étalon autrefois terrorisé guidait maintenant avec une douceur surprenante des enfants autistes dans leurs premières expériences équestres thérapeutiques. Sa capacité à sentir l'anxiété chez ces jeunes et à y répondre par un calme rassurant semblait presque surnaturelle, mais Amélie savait qu'elle venait simplement de sa propre expérience du trauma. « Il comprend leur peur parce qu'il l'a vécu », expliquait-elle aux parents émerveillés. Et il sait instinctivement comment leur montrer qu'elle peut être surmontée. Dans les soirées dorées de l'été provençal, après que les visiteurs étaient départis et que le sanctuaire retrouvait sa tranquillité, Amélie et Tonnerre partageaient souvent une promenade méditative à travers les champs de lavande. Sans licol ni bride, ils marchaient côte à côte, communiquant à travers ce langage silencieux qu'ils avaient développé ensemble. Un dialogue fait de présence attentive et de respect mutuel. Les habitants des villages voisins s'habituèrent à ce spectacle singulier. La jeune femme au foulard rouge marchant aux côtés du grand étalon noir, parfois s'arrêtant pour observer ensemble le coucher du soleil sur les montagnes lointaines. « Ce que vous voyez là, » expliquait Sophie Mercier aux visiteurs impressionnés lors de ses fréquentes visites au sanctuaire, « est le véritable sens de la liberté partagée. Ce n'est pas du contrôle, ce n'est pas de la soumission. C'est un partenariat entre égaux. » Et ainsi, parmi les champs parfumés de Provence, une jeune femme que la société avait presque jetée aux oubliettes et un animal que tous avaient abandonné, trouvèrent non seulement la guérison, mais un objectif plus grand. Enseigner au monde que les blessures les plus profondes ne guérissent pas par la force, mais par cette patience infinie que seul l'amour véritable peut maintenir.